follow the progress of that civilization over 3,000 years, and it ends up they're still using the same tools that they started with. That doesn't make sense. A priori, on pourrait dire que ça a été fait à la main, mais la précision est telle que ça nous pose de sérieux problèmes. On a une brillance équivalente à ce que l'on obtient aujourd'hui avec les techniques modernes. Il y a des engrenages à l'intérieur qui sont d'une technicité, d'une ingéniosité qui est juste extraordinaire. Agriculture appears suddenly. Where did they learn the skills? L'humanité à cette époque-là ne savait même pas faire un vase en poterie. Leur système de pensée est hautement plus élaboré que le nôtre. J'ai jamais vu quelque chose de pareil dans le monde. Their civilization was not a development, it was a legacy. Je me suis toujours posé des questions. Je m'ennuyais tellement à l'école qui répondait à tout sauf aux questions importantes que je me laissais aller à rêver aux choses qui nous entourent. L'île de Pâques, les pyramides de Gizeh, le Machu Picchu. Ces endroits mythiques qui nous ont tous un jour ou l'autre fait rêver. On peut se poser des questions, trop de questions. Mais se poser les bonnes questions, c'est un art. Un art qui n'a pas de prix, mais que chacun peut s'offrir. C'est comme ça que je me suis retrouvée bien des années plus tard, à enquêter sur le passé de notre planète. Loin, très loin dans le temps. Et ce que j'ai découvert a changé ma vision du monde. À jamais. J'ai beaucoup lu avant d'aller enquêter sur place. Beaucoup de choses farfelues, contradictoires ou encore confuses, qui peuvent égarer ceux qui ne connaissent pas le sujet et les convaincre qu'il n'y a rien d'intéressant à chercher dans les ruines des anciens peuples de notre planète. Pourtant, la précision de ces antiques réalisations défie la raison moderne. Alors je me suis entourée de personnes compétentes pour m'éclairer et m'éviter les déductions hâtives. À mesure que l'enquête progressait et que nous découvrions des éléments nouveaux, j'ai vu leur regard changer, tout comme le mien. Car j'ai dû laisser de côté mes a priori et mes préjugés,
ce que le savant français Descartes appelait faire table rase. J'ai dû me rappeler ce temps où je regardais le monde autrement, plus simplement, et ça m'a rassuré, inspiré et surtout donné de l'espoir, car les perspectives sont bien plus belles que ce qu'on peut imaginer. Commençons en douceur par un des sites anciens les plus célèbres de notre planète, une île minuscule perdue en plein cœur du Pacifique, Rapa Nui, l'île de Pâques. Le petit voyage, c'était Rapa Iti. Le grand voyage, c'était Rapa Nui. L'île de Pâques est un confetti de terre dans l'océan Pacifique, situé à 3700 km des côtes du Chili et à environ 4000 km de la Polynésie française. En quelques centaines d'années, le peuple Rapa Nui aurait sculpté près de 1000 géants de pierre volcanique, appelés moai, et provenant d'un cratère qui a servi de carrière. Ces statues qui sont fichées au pied du volcan, quand elles sont terminées, on se donne le mal de les mettre debout. Quelques-uns ont été érigés sur des socles, appelés aou, disposés à divers endroits de l'île. Voici les principaux. Tongariki, le plus grand alignement de moai. Tepitokura, le nombril du monde, à côté duquel gît le plus grand moai transporté hors de la carrière. Dans la baie d'Anakena, où les moai sont coiffés de leur pukao rouge. Taai, où on a restauré les yeux blancs du moai. Vinapu, le plus ancien aou de l'île selon l'archéologie. Et Akivi, le seul alignement dont les moai regardent vers la mer, et plus particulièrement en direction des soleils d'équinoxe. Passons rapidement en revue l'histoire de l'île, avant de nous pencher sur les questions importantes qu'elle soulève. L'extraordinaire épopée du peuple Rapa Nui commence ici, dans la baie d'Anakena, lieu du débarquement du roi Otumatua, parti de Polynésie avec ses plus valeureux hommes. Ils y auraient fondé une société prospère, et l'hypothèse courante rapporte que la société Rapa Nui se serait effondrée suite à des guerres de clans au cours des siècles, sur fond de destruction de la forêt à cause de la fabrication des statues. Mais à la lueur des dernières découvertes archéologiques, la réalité apparaît différente. Les épidémies introduites par les navigateurs espagnols à la fin du XVIIIe siècle, les rafles esclavagistes de la fin du XIXe et leurs conséquences ont quasiment exterminé la population. We have to remember that the population here was reduced to 110 or 11 people at one point. La perte des scribes et des détenteurs du savoir Rapa Nui, devenus travailleurs forcés dans des mines du Pérou, puis l'évangélisation chrétienne auront presque eu raison de la culture de ce peuple. Les Rapa Nui seraient originaires de Ivaoa, à environ 3600 km au nord-ouest. 3600 km. On n'entreprend pas un tel trajet au hasard. Il faut prévoir des vivres et surtout de l'eau. Et en cas d'échec, il faut avoir de quoi assurer le retour. On parle de 30 à 50 jours de pirogue, ce qui implique une certaine logistique. Quand nous parlons de l'histoire de l'arrivée du premier grand roi, du premier grand seigneur peut-être seulement, connu, Otumatua, nous savons que 2 pirogues sont arrivées. Nous ne savons pas combien de pirogues sont parties. On ne se rend pas bien compte de ce que représente une telle expédition. On peut se nourrir de poissons, mais on est obligé de prévoir de l'eau en quantité suffisante, surtout face à un tel effort. Il faut donc savoir à l'avance combien de jours de pirogue on s'accorde pour trouver une terre. Soit Otumatua a d'abord envoyé des éclaireurs dans diverses directions et par chance l'un d'eux a découvert l'île de Pâques, ce qui aurait déclenché une expédition ultérieure, soit ils sont partis au hasard et par chance ils ont découvert ce confetti de terre dans le Pacifique, soit enfin ils connaissaient la position de cette île, ce qui soulève la question de savoir comment ils auraient pu la connaître. Des linguistes évoquent la proximité entre la langue Rapa Nui et la langue polynésienne originelle, alors qu'elle aurait évolué au cours d'autres migrations, ce qui vient à l'appui de l'histoire orale des Rapa Nui, qui affirme avoir accompli ce voyage directement depuis l'île d'Ivaoa. If it's true that they all migrated from this place Hiva,
The linguistic evidence suggests that Rapa Nui left that group of people first and came here. Of course, they were all speaking the same language at that time. On entend tout et son contraire sur cette île, et il est difficile de reconstituer l'histoire véritable du peuple Rapa Nui, terriblement abîmé par les invasions extérieures. Les récentes études archéologiques vont à l'encontre de l'imagerie courante d'un peuple guerrier. Selon l'anthropologue américain Carl Lippo, les mataa, lames d'obsidienne longtemps exhibées comme des armes, ne seraient en fait que des outils de sculpture ou de jardinage, du fait de leur absence de pointe. On ne trouve pas non plus de traces de fortification sur l'île. Et puis il y a les films, peu respectueux du peuple Rapa Nui, à tel point qu'après un tournage sur l'île, une production américaine n'a pas trouvé mieux que de jeter à la mer un moai de béton devenu inutile. Mais parlons technique. On montre souvent le moai géant de Rano Raraku, de près de 22 mètres de haut pour environ 250 tonnes, mais rarement ces moai sculptés en hauteur dans la paroi, ce qui complique leur extraction future. On pourrait penser qu'ils n'étaient pas destinés à être extraits, mais puisqu'ils ne sont pas visibles depuis le sol, pourquoi se donner autant de mal ? Ces moai pèsent de 40 à 60 tonnes et se trouvent à près de 15 km de leur carrière d'extraction. Certains moai ont été coiffés de pukao, des chapeaux de tuf volcaniques rouges qui ont été extraits ici sur le site de Punapao, à 12 km de la carrière de Rano Raraku, au fond de cette cuve. Ils ont ensuite été transportés, hissés et emboîtés au sommet de la tête des moai, parfois à près de 8 mètres de hauteur. Comment ? Très simplement si on se fie à cette petite plaque explicative. Peut-être qu'on a une meilleure explication, mais personne n'a encore jugé utile ou important de la préciser ici. En fait, on ne sait pas vraiment. On a de vagues hypothèses pour le transport et on pense qu'ils auraient été érigés pour protéger les habitations que leur regard visait, bien qu'ils regardent davantage en direction du ciel que des terres. Des expériences ont été effectuées sur sol plat pour simuler le transport de moai de 5 tonnes. Mais il est impossible d'affirmer que cette même méthode soit possible avec un moai de 80 tonnes comme celui-là. L'Ahu-Vinapu se distingue nettement des autres par son architecture massive. Les questions que je me pose sont simples. Par exemple, concernant cet Ahu, parce qu'il est le plus ancien de l'île, il pose un gros problème. Étant le plus ancien et toujours en place, il démontre que cette manière de bâtir est la plus résistante et donc la plus sûre. Il est la meilleure pub pour cette technique. Fidèle à cette idée de progrès permanent de l'Homo sapiens, on s'attendrait donc à ce que les suivants soient faits pareil, et même mieux. Or, le problème, c'est justement que tous les Ahu bâtis par la suite ne seront ni aussi massifs, ni aussi précis dans leurs assemblages, et finiront tous par s'effondrer. Mais pas l'Ahu-Vinapu. Donc, question. Parmi tous ces constructeurs Rapa Nui qui se sont succédés, aucun n'aurait remarqué que la seule technique valable était celle de l'Ahu-Vinapu? Et si oui, pourquoi ne pas avoir reproduit cette technique? Donc soit le secret de cette fabrication est un cas unique qui s'est perdu, soit le peuple Rapa Nui n'a rien à voir avec cette construction. On remarque une très forte parenté de style entre l'Ahu-Vinapu et des constructions attribuées aux Incas. Les analyses génétiques des poules sur l'île démontrent qu'il y a eu contact entre ces peuples, mais on ne sait pas dans quel sens. Direction le Pérou, et plus précisément Cusco, l'ancienne capitale inca, qui, comme Rapa Nui, serait également surnommée par ses habitants le nombril du monde. Soit chacun se voit au centre du monde, soit la Terre possède plusieurs nombrils. Si on pose une photo de ce mur et une photo d'un mur inca, on dirait, mais tiens, ça c'est un mur inca. Et ici dans les ondes, partout c'est comme ça. Alors c'est plus, je dirais, convenable de notre côté de croire qu'en fait, sont partis d'ici des ondes. Le problème du Pérou, c'est qu'on a très peu d'informations sur la période qui a précédé l'arrivée des catholiques et les ravages de l'Inquisition, ce qui fait qu'on est un peu confus sur l'historique des constructions et des techniques. Il y a eu une coupure dans le processus de l'histoire. Les chrétiens de l'époque, ils n'étaient pas intéressés à connaître les anciennes techniques. Ils voulaient simplement imposer. Cette église a été bâtie directement sur le temple inca Coricancha, qu'elle recouvre totalement. Mais l'église catholique n'a pas le monopole de cette méthode peu cavalière, qui a été pratiquée partout par les vainqueurs ou les colons. Comme ici, cette mosquée sur le temple de Luxor en Égypte, ou encore le temple de Jupiter à Baalbek au Liban, où les Romains ont préféré bâtir sur des fondations existantes, ce qui se comprend vu que chaque bloc pèse environ 1000 tonnes.
Ici, l'Église s'est efforcée de détruire les archives de ces peuples, jusqu'à peu à peu faire admettre l'image populaire d'Incas, barbares sanguinaires s'adonnant au sacrifice humain. Il est triste de voir à quel point on a méprisé ces peuples millénaires et leur immense savoir qu'on recommence tout juste à découvrir, notamment en médecine. En politique aussi, car avant l'arrivée des Européens, l'Empire Inca avait quasiment réussi l'unification des peuples. Ce que c'était priorité, c'était de donner à tous un bénéfice pour s'intégrer. Et c'est à cause qu'ils n'ont pas réussi à intégrer à tout le monde qu'il y a eu un moment qu'ils ont dû se séparer. Et à partir du moment que les chrétiens arrivent, à partir de ce moment-là, ces peuples-là qui n'ont pas été intégrés deviennent des alliés des chrétiens. Et c'est à cause de ça que l'Empire se fragilise et à la fin, c'est la chute. Il fallait alors éviter toute révolte ultérieure. Et pour ça, ils ont pris une option radicale. C'était de tuer les leaders, les chefs, les sages, parce que comme ça sera plus facile à contrôler le peuple. On tue les leaders, on sème la confusion au sein du peuple et on écrase la rébellion. L'excuse de les exécuter, les tuer, c'était bien fait. La méthode est vieille comme le monde. Eh bien, en fait, peut-être pas. Car 45 siècles avant l'arrivée des Européens, la vie était bien différente sur la côte pacifique du Pérou. Et la civilisation existait ici depuis bien longtemps, comme en témoigne l'immense cité de Caral Supé, la plus ancienne cité américaine à ce jour. Cette vaste cité était remarquablement organisée, avec des rues, des places, des habitations, des amphithéâtres et des temples en forme de pyramide. Elle est datée de 5000 ans, soit 3000 ans avant l'ère moderne. Cette gigantesque cité-mère serait donc contemporaine des pyramides de Gizeh si l'on s'en tient à la datation commune. Selon l'archéologie, Caral s'arrête en moins 1800, il y a 3800 ans, suite à des séismes ou à des catastrophes climatiques. Elle a posé un énorme problème à ceux qui l'ont étudiée, car on n'a retrouvé ni fortification ni armes défensives. Et on a dû se rendre à l'évidence de la possibilité d'une chose incroyable. Cette cité avait vécu en paix durant plus de 1000 ans, en coopération commerciale avec ses voisins. C'est dire à quel point il apparaît peu probable à l'humain moderne qu'on puisse vivre en paix pendant de longues périodes. Quand on découvre un site comme Caral, la principale difficulté pour les archéologues est l'état dans lequel on le retrouve, qui rend difficile la reconstitution de la vie de ses habitants. On y trouve de petits blocs de pierre liés par un ciment argileux, la même technique qu'on retrouvera plus tard au Machu Picchu ou à Ollantaytambo, qui évoluera vers plus de précision. On aurait donc commencé à bâtir à Caral avec des petits blocs de pierre et on aurait terminé en affinant un peu la méthode, comme on le voit sur les parties les plus récentes du site de Machu Picchu. Il s'agirait d'une évolution normale de la technique au cours du temps. Découverte en 1911, à une époque où en Europe on considérait encore les Incas comme des sauvages, cette cité était inconnue des Espagnols durant leur période d'occupation. Elle possède un niveau technique impressionnant, notamment pour la gestion de l'eau et son système de répartition. Ces assemblages de pierres s'intègrent harmonieusement dans l'environnement, mais hormis l'important travail d'acheminement des matériaux, ils ne présentent pas de difficultés particulières. Mais ce qui m'a surprise, c'est le cœur de ce site, réalisé dans un style totalement différent. D'énormes blocs d'andésite, une roche très dure, ont été assemblés avec précision, sans joint entre eux, c'est-à-dire pierre contre pierre. Si cette roche provient bien d'une carrière en face de l'autre côté de la vallée, alors on se demande vraiment comment ils ont pu transporter des blocs aussi lourds sur une pente aussi raide. Et pourquoi cette différence de style ? Il ne faut pas confondre la fonction de certaines structures, de certains espaces, comme par exemple les temples et les palais, ont toujours eu des constructions sophistiquées, presque parfaites, une maçonnerie bien rassemblée, et à différence des structures plus fonctionnelles, comme par exemple une maison. On ne travaillerait donc pas de la même manière ce qui est destiné au rituel que les habitations, ce que je veux bien admettre, mais alors comment expliquer ces murs mixtes ? On pense à des réparations ultérieures et la question se pose alors de savoir pourquoi ça n'a pas été réparé à l'identique. On voit nettement que la technique d'assemblage de gros blocs est plus ancienne que celle de petits blocs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les petits sont au-dessus des gros. Ici, comme pour l'Auvinapu de l'île de Pâques, on assemble avec des formes polygonales complexes, ce qui ne semble pas poser de problème particulier. Faisons quelques comparaisons.
qui n'ont aucun sens selon l'archéologie, car les sites qu'on va comparer se trouvent séparés par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Voici un assemblage d'angles de murs du Machu Picchu et un autre du temple de la vallée du site de Gizeh, en Égypte. On remarque aussi le même type de symétrie générale de la forme, comme ici, toujours au temple de la vallée en Égypte, et là au cœur du Machu Picchu. Au Machu Picchu et dans le temple de la vallée. On explique très bien ces parallèles par le fait que, confrontés aux mêmes difficultés, tous les humains vont trouver les mêmes réponses. Mais hormis les ressemblances, que nous apprennent ces symétries? Tout simplement qu'on n'assemble pas au hasard les blocs et qu'au besoin on les retaille pour créer ces motifs, ce qui donne une idée du niveau d'exigence et de maîtrise. Retenez donc la logique particulière. On commence par assembler des constructions ultra résistantes avec des blocs massifs et à mesure qu'on se perfectionne, on ferait de moins en moins résistants avec des blocs de la taille de briques. Vive le progrès. Ici, ces blocs séparés par un ou plusieurs séismes permettent d'apercevoir deux choses. D'abord que les faces internes sont précisément travaillées pour s'assembler sur toute leur profondeur, et ensuite que la face des blocs de gauche est légèrement vrillée et que le bloc de droite épouse précisément cette vrille qu'il reproduit en miroir. Vous vous rendez compte de la difficulté de réalisation? C'est dans la pratique un travail complexe dont on ne voit pas bien l'utilité. Si ces murs sont une évolution de la technique de Caral des millénaires plus tôt, alors d'où vient ce style avec ces énormes blocs? Quelle est la logique dans tout ça? Ce qui se voit encore mieux à Sacsayhuaman, la forteresse aux 3 enceintes qui surplombe la ville de Cusco, l'ancienne capitale des Incas. Trois murailles gigantesques sur 3 niveaux, faites de blocs de plusieurs dizaines de tonnes qui s'assemblent avec une très grande précision sur plus de 400 mètres de long. Les blocs d'angle font plus de 200 tonnes et les autres jusqu'à 60 tonnes. Quelle est la raison d'être d'une telle forteresse? 3 murailles de cette envergure alors qu'on trouve d'énormes points de faiblesse, militairement parlant. Si c'est une protection symbolique, ils ont poussé loin le symbolisme. Sur place, les guides vous racontent volontiers que le site entier serait la tête d'un puma et que cette forteresse représenterait ses dents, le reste étant composé par les murs d'enceinte de l'antique Cusco. L'histoire est belle, on voit effectivement un œil, mais peut-on l'affirmer avec certitude? Ce que je remarque, c'est que les constructeurs seraient donc capables de transporter, soulever et assembler des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, mais quand il s'agit de réparer les blocs abîmés ou disparus, voilà ce qu'ils feraient. Sur le site d'Ollantaytambo, toujours au Pérou, c'est la même chose. On voit ces murs de petites pierres classiques de l'époque Inca et ces assemblages-là. Ici, les premières traces de peuplement dateraient de moins 600 à moins 400 avant notre ère, c'est donc plutôt ancien. Mais si ce sont bien les mêmes bâtisseurs, alors ils ont perdu en route leur savoir-faire car pour des raisons inconnues, ils ont été incapables de terminer ou de réparer à l'identique. Chacun croit ce qu'il veut. Le style, la qualité de pierre et la difficulté du travail ne sont absolument pas les mêmes. Puisque les réparations concernent des éléments qui se trouvent au-dessus, c'est que ceux qui sont en dessous sont plus anciens. On aurait donc ici encore commencé par assembler des blocs gigantesques avec une très grande précision, pour finir ensuite avec des petits blocs moins bien assemblés. Sur le site d'Ollantaytambo, mon regard a été attiré par des blocs de roches noires taillés d'une certaine façon. J'avais entendu un guide raconter qu'il existait un lien entre ce site et le site de Tiahuanaco en Bolivie, et que les mêmes techniques avaient été employées. De ce qu'on en disait, ils ne dataient pas des mêmes époques, mais là encore, c'était assez flou. Je décidai de partir pour Tiahuanaco, à travers les Andes, de l'autre côté du célèbre lac Titicaca. De 800 a 1100, prácticamente Tiahuanaco administra un territorio muy grande. Voici l'attraction du plateau de Tiahuanaco. Une vaste enceinte composée de murs et de piliers, une entrée menant à une porte, sauf que rien de tout ça n'est authentique. Il s'agit d'une reconstruction due à la vision d'un archéologue, car le voici photographié avant sa restauration, en 1892.
Personne ne vous prévient sur le site. Il n'y a même pas une plaque qui vous en avertit. Il passe donc pour authentique. Mais par chance, cet archéologue créatif n'avait pas jugé utile de s'intéresser au site de Pumapunku, à 1 kilomètre de là. Ces bâtisseurs seraient des pré-Incas, donc avant les Incas. Et ils auraient bâti tout ceci. Que s'est-il passé? Pourquoi ce site est-il détruit? On évoque un différend entre chamans. Si c'est bien la raison, alors mieux valait ne pas trop les énerver en ce temps-là, car ils avaient vite fait de défoncer des dalles de plusieurs dizaines de tonnes. J'ai demandé au géologue Éric Gontier de m'accompagner pour avoir son avis sur les moyens techniques employés. Ça, on peut l'obtenir avec des petits éclats de roches assez plats, un peu d'abrasif. Et après, c'est une question de temps, c'est-à-dire qu'il va falloir rentrer, sortir, tu vois. Aller et venir comme ça, croiser aussi dans ce sens. C'est un travail monstrueux. Éric m'a raconté qu'en Inde, les tailleurs de pierre emploient toujours ou presque les mêmes méthodes que des millénaires auparavant, excepté l'usage de l'acier trempé, trop mou, qui a laissé place aux pointes en carborandum ou autre alliage dur. Quand ils se servaient d'outils en acier trempé, ils avaient coutume de frapper 5 ou 6 coups seulement avec leurs ciseaux avant de les renvoyer à la trempe. Éric insistait sur le fait qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer la capacité humaine. Parce qu'il faut que vous sachiez que dès que vous osez remettre en cause la version académique, on vous soupçonne aussitôt de croire que tout ça aurait été bâti par des extraterrestres. C'est ça ce que signifie ne pas sous-estimer la capacité humaine. Non, c'était fait à la main. C'est laisser entendre qu'on attend nécessairement une réponse extraterrestre à la résolution du problème des outils. Mais pour tout vous dire, bien que je ne m'explique pas les méthodes, je n'ai pas l'impression de me trouver face à des constructions réalisées par la technologie d'être capable de traverser l'univers. À la lamelle de cuivre, et puis on passe et on repasse. Tu vois, voilà, il y a des gestes techniques, tu croises et tu reprends, etc. Je conseille à Éric d'attendre un peu avant de se prononcer. Le lendemain, il utilisera notre rugosimètre, un appareil qui permet de mesurer la précision des surfaces grâce à une minuscule pointe en diamant manœuvrée par un bras robotisé. On va essayer de trouver l'endroit qui a été poli sciemment par l'homme, sachant qu'il y a des petites dépressions qui sont naturelles parce que ce sont des bulles de gaz qui restaient dans l'andésite qui est ici. Les premières mesures donneront des résultats plus qu'acceptables sur des blocs pris au hasard. Puis, à mesure qu'on choisit les blocs, essayant d'en trouver en meilleur état que d'autres, les chiffres se précisent. 76, 516. Oh la vache! On arrive alors sur le bloc que je guette depuis le matin. Éric place le rugosimètre. Oh là, regarde, magnifique. Je suis curieuse de connaître le résultat, car le bloc est particulièrement lisse. La courbe qui se dessine est très plate. Oh, 31 653. Oh, flash-le celui-là. 31 653. D'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas de la surface, sachant qu'un micron, c'est 0,001 mm, ou encore qu'il faut 1000 microns pour faire 1 mm. 30 microns, c'est 0,03 mm. Cette surface est 10 fois plus plane qu'un béton lisse moderne. Ce qu'avait déjà remarqué Christopher Dunn, un ingénieur de l'aviation qui a bâti sa carrière sur la précision. In the hotel room, we cleared off a table that had a glass tabletop. The glass tabletop was within 0.007 of an inch of being flat. Going out to Pumapunku and taking that instrument is within 0.005 of an inch. Sachant qu'en plus, les surfaces se dégradent avec le temps. Pour vous donner une idée, voici la rugosité de matériaux communs. Ils ont atteint un degré de polissage plan qui est hors norme. Aujourd'hui, on obtiendrait ça uniquement avec une mécanique assez puissante à base de laser et d'appareils mécaniques rotatifs de très très haute précision. Lui qui parlait de cuivre et d'abrasif, croyez bien qu'il pèse ses mots face à la caméra. Hay otras fuentes que no observamos acá, pero que están un poco más lejos. De ahí es donde provienen estos bloques, ¿no? Arenisca y basalto negro. Del basalto negro, que proviene más o menos de 300 kilomètres de Tiwanaku. 300 km à vol d'oiseau. Transporter des roches de plusieurs tonnes à travers les Andes et sur une telle distance n'a pas l'air de surprendre tant que ça. Rien ne remplace une visite. Quoique, parfois, à distance aussi, on peut découvrir des choses.
On aperçoit ce motif géométrique sur une dalle. Un chercheur m'a fait remarquer que ce même motif se retrouve sur un autre site énigmatique du Pérou, à plus de 700 km à vol d'oiseau, Nazca. Sur ce plateau désertique du sud du Pérou, d'immenses lignes et dessins d'animaux ont été tracés sur le sol par le peuple Nazca, dont les premières traces remontent à environ 2300 ans. Excepté quelques représentations stylisées d'animaux, on aperçoit surtout des lignes droites dont certaines font plusieurs kilomètres et le tout s'étale sur des milliers de kilomètres carrés. On dit souvent les pistes de Nazca et certains n'ont même pas hésité à affirmer dans le passé qu'il s'agirait de pistes d'atterrissage pour vaisseaux extraterrestres. Comment imaginer sérieusement qu'un peuple capable de traverser l'univers puisse avoir besoin d'une piste d'atterrissage tracée sur le sol pour se poser comme un avion bien de chez nous ? Ça apparaît aussi stupide que l'hypothèse de motifs à destination de Dieu pour leur demander de l'eau, rare dans la région, car ce serait vraiment prendre les anciens pour des imbéciles. À cette époque, on avait probablement mieux à faire que de perdre du temps dans une région aride où rien ne pousse. Là encore, on ne sait rien. Bien que ces figures soient immenses, leur réalisation est difficile, mais loin d'être impossible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. On montre souvent les figures d'animaux, mais les tracés sont beaucoup plus impressionnants. Et les deux, curieusement, se recouvrent par endroits comme s'il y avait deux époques et deux styles très différents. D'un côté, les figures d'animaux, représentation de choses concrètes, bien que ne vivant pas à cette latitude. Et de l'autre, ces immenses motifs géométriques et lignes, abstraits et décalés pour un peuple ne disposant apparemment que de technologies primitives. Comme c'est le cas également avec les blocs en forme de hache de Pumapunku. Faisons un point. De la société Rapa Nui à l'Empire Inca, en partie à cause des agressions étrangères, on ne sait aujourd'hui pas avec certitude le pourquoi et le comment de toutes ces réalisations. Mais on constate qu'elles sont souvent exécutées dans des lieux inaccessibles, dans le désert, en haut de collines ou à flanc de montagnes très en pente. Qu'il semble y avoir chaque fois au moins deux époques et deux styles différents, et que cette époque plus ancienne paraît avoir un goût prononcé pour les formes géométriques abstraites. Le Pérou est un pays immense et magnifique, tout comme son peuple. Il existerait plus de 1200 sites répertoriés et il faudrait beaucoup de temps pour tous les visiter. Alors parfois, je fonctionne à l'intuition et me laisse guider par les rencontres. C'est comme ça que j'ai découvert le site suivant. Au bout d'une trentaine de kilomètres de pistes cabossées, ce site est difficilement accessible. Un muret de pierre couvre la paroi du fond. Un autre mur de pierre à l'extérieur laisse penser à une sorte de bergerie. Jusqu'ici, rien d'anormal, si ce n'est que l'autre paroi a été découpée pour des raisons incompréhensibles. Et quand on se retourne, on découvre alors à l'entrée de cette grotte que la roche a été entièrement sculptée. Ici encore, l'impression de se trouver devant deux époques de construction est flagrante. Impression confirmée par ces constructions extérieures, dans le même style que la bergerie. Une imitation tardive? Le travail est propre et ses découpes sont belles, mais attendez de voir le site qui va suivre. Il se trouve très loin d'ici, en Inde, dans la région du Bihar. On y trouve 7 grottes entièrement creusées dans d'énormes blocs de granit qui se répartissent sur 2 sites principaux. 4 sur Barabar,
et 3 sur Nagarjuni. Parmi elles, 2 restent inachevées. Elles sont considérées comme les plus anciennes de l'Inde et auraient été réalisées entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère, il y a 2300 ans, sous le règne du roi Ashoka, si on se fie aux inscriptions gravées à l'entrée de 3 d'entre elles. On trouve beaucoup d'autres grottes en Inde, mais celles-ci sont uniques par leur aspect. Ici encore, on observe ce même contraste entre l'ancienneté de la construction et la sobriété géométrique des lignes. Elles ont été creusées dans le granit, un matériau plus dur que l'acier trempé. Sur ces images, si les surfaces paraissent ressembler à du ciment, c'est juste un effet d'optique avec la lumière et les cristaux de granit transparents et polis à l'extrême qui donnent l'impression d'une surface rugueuse. Elles sont en réalité comme ça, partout. J'ai demandé son avis à Jean-Louis Boestel, un tailleur de pierre chevronné qui travaille le granit à l'ancienne, sans machine, depuis plus de 40 ans. Je n'ai même pas eu le temps de lui préciser que ces images ont été réalisées à l'aide d'une caméra ultrasensible qui permet de filmer dans l'obscurité comme en plein jour, car avec une caméra normale, ça donne ça. Là, on est hyper rigoureux, on est hyper précis. Ça veut dire qu'ils avaient des lumières puissantes. Parce que pour travailler dans ce genre de domaine, de choses, les torches, ça ne suffit pas. Puis avec les torches, vous étouffez. Pour faire travailler des gens dans un tel univers, il faut aussi qu'ils puissent respirer. La poussière de la pierre elle-même est considérable dans un domaine comme ça, surtout quand on taille avec des pics. Le granit émet des sables, des éclats, ça c'est un problème de granulométrie, et surtout émet beaucoup de poussière. Poussière de silice qui crée la silicose, et ça j'aurais bien aimé savoir comment ils ventilaient le travail pour arriver à achever quelque chose d'aussi parfait. La production de poussière, déjà en plein air, nous couvre complètement. On la respire, si on n'a pas de masque, on la respire et on boit beaucoup. Et on est en extérieur. Alors en intérieur, si en plus on rajoute la fumée produite par des torches, ça devient vite irrespirable et impraticable. Le rapport tribologique, c'est-à-dire au frottement, au mode de frottement utilisé pour polir cette roche, est beaucoup plus difficile à réaliser sur ce granit-là que sur les roches de Pumapunku. La sensation d'avoir quelque chose de vitrifié, ça c'est assez étonnant. C'est absolument incroyable. On croyait que ça a été fait avec au laser. Enfin, ça n'a pas été fait au laser. Ça c'est fait à la main. Et, mais il faut des milliers d'heures pour obtenir un travail comme celui-là. Un glacé superbe qui est obtenu par un ponçage de la surface qui est très difficile à obtenir avec un ponçage classique avec une roche et de l'eau, mais qu'on peut obtenir plus facilement avec un sable fin abrasif, très très fin. On a une brillance équivalente à ce que l'on obtient aujourd'hui avec les techniques modernes. Pourtant, ces grottes ont au minimum 2300 ans. Cette datation repose entièrement sur les inscriptions gravées à l'entrée de 3 d'entre elles. Or, quand on les observe en détail, on se rend compte que le travail est loin d'être aussi propre que celui de l'intérieur. Dans la plus complexe des grottes, le granit s'est littéralement desquamé par endroits, ce qui est un phénomène naturel qui plaide pour une plus grande ancienneté de ces réalisations. Dans cette énorme roche, on a taillé 2 grottes de ce côté-là. Celle de gauche est entièrement terminée à l'intérieur et l'entrée l'est apparemment aussi. Celle de droite a un porche arrondi de type bouddhiste, qui correspond à la période du roi Ashoka, mais l'intérieur reste inachevé. La paroi est surfacée sur 3 côtés, mais la voûte, le sol et le dôme sont encore bruts. On ne comprend pas bien pourquoi la grotte terminée n'est pas celle ornée du porche, de toute évidence particulière, puisque c'est la seule à en posséder un. Pourquoi n'a-t-elle pas été achevée? Quand on observe ce porche de plus près, on s'aperçoit que le travail contente l'œil, comme disent les compagnons. Mais aussi beau soit-il en apparence, il n'a rien à voir avec celui des parois internes des grottes. Tu te mets légèrement de côté, on voit bien les trous et puis on voit on voit des enfoncements là. Il n'y a pas d'angle vif, c'est complètement abîmé. Bref, c'est un travail de seconde zone. Voilà, là ici, le relief remonte et puis là, il repique à nouveau vers le bas. Et il n'y a jamais d'angle fini, tout est arrondi à l'intérieur. Donc on a vraiment affaire à un travail beaucoup plus tardif
On ne peut pas associer ce travail à ce qui a été fait préalablement à l'intérieur de ces chambres sonores. Ce porche est décentré, pas vertical. Rien à voir avec la précision de réalisation des grottes. Au dire de quelques archéologues, cette grotte inachevée expliquerait en détail comment les autres auraient été réalisées. On peine à imaginer en voyant ce travail qu'il puisse un jour ressembler à celui-là. Le travail est très mal entamé et il ne pouvait pas aboutir dans l'état où il est actuellement. D'autant plus impossible car les coups de pic de la voûte vont trop profond à certains endroits. Lorsqu'on a un plan qui est parfaitement poli, comme c'est le cas ici, il est hors de question de dépasser cette surface, donc de créer des creux inférieurs à cette surface. Auquel cas, tout serait intégralement à reprendre. Or, dans la reprise d'œuvre que l'on a ici, là, il y a eu un éclat qui a sauté. Un gros éclat qui est parti et qui donc donne un négatif d'enlèvement qui, lui, est irrattrapable. Cette grotte semble montrer une tentative ratée, probablement effectuée sur une grotte trouvée inachevée. Un roi ne reprendrait pas une grotte déjà achevée, mais en ferait plus volontiers terminer une en la modifiant un peu, ce qui expliquerait peut-être les différents niveaux du sol. Mais ces hommes n'y seraient pas parvenus. C'est là une pure spéculation. Le contraste entre la paroi surfacée et le plafond renforce l'idée d'un réemploi. Il faudrait une étude poussée de cette chambre pour comprendre la chronologie du travail et confirmer ou infirmer cette impression. On a relevé les surfaces au rugosimètre. L'appareil analyse les microclivages. Mais sinon, au toucher et à l'œil, c'est parfaitement plan. Quelques microns d'écart en moyenne, ces surfaces sont quasiment planes comme du verre. Mais c'est lorsqu'on les a mesurées que j'ai commencé à comprendre. La tolérance de précision varie sur place entre 2 et 5 mm environ. Les prises de mesure au télémètre sont difficiles à cause des parois inclinées. Avec quels outils ont-ils pu accomplir un travail aussi précis ? Certains défauts de polissage montrent que ces grottes ont bien été réalisées à la main, ce qui rend l'exigence de précision d'autant plus spectaculaire. Quand je dis à la main, j'envisage des outils portatifs puissants, au-delà des simples burins et marteaux. Mais pourquoi autant de précision? À quoi ça sert? Un écart de quelques centimètres se verrait difficilement à l'œil nu et en pleine lumière. Je quittais Barabar avec le sentiment que ces grottes avaient encore à nous apprendre. Mais on ne pouvait plus se contenter d'un rugosimètre ou d'un télémètre, il nous fallait du matériel plus performant. De l'île de Pâques à l'Inde, en passant par le Pérou, on observe deux styles très différents. Ce qui est le plus ancien est aussi le plus massif, le plus précis et le mieux ajusté. C'est le cas à l'île de Pâques, à Ollantaytambo, au Machu Picchu, à Nopal Iglesia et en Égypte. Pourquoi ce besoin de précision ? J'embarquais pour l'Égypte en compagnie d'Éric Gontier, que je voyais de plus en plus embarrassé par tout ce qu'on découvrait. Peu de scientifiques acceptent de figurer dans ce genre de film, tant ils ont peur de passer pour des illuminés aux yeux de leurs collègues. Mais comme moi, ils voulaient comprendre. Ni lui ni moi n'avions d'hypothèse. Je déroulais les faits en suivant une intuition que j'essayais de valider par la raison, pendant que lui faisait ses relevés et ses mesures. Le granit employé provient d'une des carrières d'Aswan, à près de 900 km au sud de Saqqara, qui se trouve à environ 7 km du Nil, distance sur laquelle il a fallu transporter ses 22 coffres. Rien que pour la fabrication, c'est plusieurs années. Il faut, je sais pas, peut-être 4, 5, 6 ans au moins pour réaliser ça. Si les surfaces sont extrêmement lisses, le travail est légèrement moins précis qu'à Barabar.
Ce que l'on voit donc par réflexion, c'est que le poli est absolument magnifique. En revanche, on n'a pas, comme à Barabar par exemple, on n'a pas cette planéité parfaite de la grotte. Comment ces 22 coffres et leurs couvercles ont été déplacés et positionnés dans un espace aussi exigu? Pourquoi, une fois de plus, un tel degré de précision dans des coffres destinés à recueillir des bœufs, même sacrés? Comment ont-ils travaillé sous terre? Comment ont-ils eu assez de lumière pour réaliser de tels polis? Avec quels outils? Et comment ont-ils respiré? Ces questions ont-elles été traitées dans les publications égyptologiques? Si oui, je suis plus que curieuse de connaître les réponses. Car voici le genre d'outils qu'on exhibe lorsqu'on parle des techniques de taille de pierre de l'Égypte ancienne. When we look into ancient Egypt and we follow their civilization over a 3,000-year period, and we are told that they used very simple tools at the beginning of their civilization, such as copper chisels, wooden mallets, stone chisels, stone hammers. And then you follow the progress of that civilization over 3,000 years, and it ends up they're still using the same tools that they started with. That doesn't make sense. Christopher Dunn porte un regard d'ingénieur sur ce qu'il observe. Peu importe les techniques, la pensée est rigoureusement la même à travers les âges, surtout face aux réalisations complexes de l'ancienne Égypte. Forcément, les outils évoluent. On passe d'une pierre seule à une pierre attachée sur un support, puis petit à petit, l'outil se perfectionne. Mais malgré les chefs-d'œuvre réalisés, pour une raison inconnue, ça ne se serait pas passé comme ça. Particularly when you look at what they created, because the tools that are found in the archaeological record are not capable of creating the artifacts from that period. Convaincu que les Égyptiens sont bien les auteurs de ces structures, depuis plus de 20 ans, Christopher Dunn traque leur outillage, nécessairement plus élaboré compte tenu de leur production, ce qu'il montre en détail dans son travail. Chaque bloc du mur d'enceinte pèse entre 200 et 400 tonnes. C'est totalement surréaliste. Tellement que personne n'a cherché à expliquer comment ils avaient bien pu faire. Ces blocs ont ensuite été recouverts par des parements de granit, d'Aswan comme d'habitude. On remarque que ces énormes blocs ont tous des formes différentes qui s'emboîtent toutes avec précision. Je n'ai jamais lu ni entendu d'explication sérieuse concernant la construction de ce temple, comme si empiler des blocs de 200 à 400 tonnes était un jeu d'enfant. Pour certains, on aurait utilisé des rampes pour les hisser et pour d'autres des palans. Renseignez-vous sur le transport de charges aussi lourdes et vous verrez que la question, comme à Sacsayhuaman, est loin d'avoir été résolue. Mais ce n'est pas le seul point commun entre ces sites anciens qui n'ont, selon notre histoire, absolument rien de commun, à part celui d'avoir été bâtis par des gens très peu vêtus. Le temple de la vallée est en contrebas du site de Gizeh, à quelques centaines de mètres de la plus remarquable de toutes les pyramides. Sur le 30e parallèle, il y a environ 4500 ans, aurait été bâtie la grande pyramide de Gizeh, si on se fie à la datation de l'égyptologie. Car aucun texte ne décrit sa construction, et pas davantage celle de la pyramide médiane, dite de Képhren, ou de la petite, dite de Mykérinos. En fait, pas exactement. Des fragments de papyrus datés de la fin de la 4e dynastie, découverts en 2013, feraient état du transport de blocs de calcaire de Toura, celui utilisé pour le revêtement de la grande pyramide. Mais rien sur le reste, c'est-à-dire sur les plus de 2 millions de blocs de calcaire provenant d'autres carrières qui la composent. Plus de 2 millions de blocs de calcaire, 230 mètres de côté, 140 mètres de hauteur. Sa construction reste à ce jour une énigme.
Le site de Gizeh est bâti sur un plateau calcaire, composé à l'origine de collines qui ont été rasées, ce qui se voit nettement sur la pyramide médiane. Pour la grande pyramide, on a conservé une partie de la colline, une sorte de pivot géant d'environ 6 mètres de hauteur, autour de laquelle elle a été bâtie. On a d'abord réalisé un dallage sur près de 60 000 mètres carrés, moins la surface du pivot, ce qui a permis d'économiser une grande partie de blocs pour la construction. Mais ces blocs de dallage d'1,5 tonne en moyenne ne sont pas tous identiques et possèdent des formes complexes, ce qui complique leur ajustement. D'autant plus complexe que le sol a été sculpté pour venir y loger ces blocs. C'est un véritable puzzle géant en 3 dimensions. Une fois cette opération effectuée, on a bâti le socle de la pyramide, presque totalement à niveau comme l'a constaté l'égyptologue Mark Lehner, qui a relevé une différence de seulement quelques centimètres à peine d'un bout à l'autre de ce dallage qui s'étend sur plus de 230 mètres de long. On spécule beaucoup sur la manière d'obtenir une telle précision avec les outils rudimentaires qu'on accorde aux Égyptiens, si toutefois ce sont bien eux les bâtisseurs de ce site. Ensuite, on a empilé plus de 2 millions de blocs de calcaire par assises successives jusqu'au sommet, et là encore on remarque que la hauteur des assises n'est pas la même, et que les blocs possèdent tous des formes différentes, c'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quel bloc à n'importe quel endroit. Travail qui a été effectué avec une précision telle que les arêtes de la pyramide sont constantes jusqu'au sommet. Il manque aujourd'hui les blocs de parement de la pyramide réalisés dans le calcaire de Toura. Blocs qui se sont écroulés suite à un violent tremblement de terre au XIVe siècle et qu'on aperçoit encore sur le sommet de la pyramide médiane, ce qui rendait la grande pyramide totalement lisse. Elle a été orientée avec une stupéfiante précision sur le nord géographique, avec une erreur de seulement 5 centièmes de degré, précision qu'on mettra des millénaires à atteindre avec nos instruments modernes. La première difficulté consiste à établir des tracés directeurs au sol avec une telle précision, et la seconde, élever les 2 millions de blocs en étant capable de conserver cette précision. Comment ont-ils fait? Personne ne le sait. La base de la grande pyramide n'est pas totalement carrée, mais très légèrement octogonale. Ce renfoncement est visible sur ces images, ainsi que sur les images satellites. Pour des raisons inconnues, la petite pyramide possède aussi cette même étrangeté, mais pas la pyramide médiane. Qu'est-ce que ça implique? En plus de gérer l'élévation de chaque assise faite de blocs de tailles différentes, il a fallu gérer ce renfoncement jusqu'au sommet, ce qui complique considérablement la construction. Car la grande pyramide était totalement lisse, à tel point qu'il était impossible de voir l'entrée sur la face nord. Comment peut-on affirmer ça avec certitude? Parce que dans le cas contraire, au IXe siècle, les hommes du calife Al-Mamoun n'auraient pas creusé un long tunnel dans le corps de la grande pyramide, quelques mètres au-dessous de la véritable entrée. Ce qui montre bien que cette entrée n'était toujours pas visible à cette époque. Alors soit ils étaient bien renseignés, soit ils ont eu beaucoup de chance, car le tunnel est creusé sur la bonne face et aboutit précisément à la jonction des couloirs montants et descendants. On remarque au passage dans ce tunnel que toutes les couches intérieures des blocs s'assemblent avec précision, car on a l'impression de se trouver dans une masse de calcaire compacte, ce qui donne une idée du travail global. Selon le professeur André Pauchan, mathématicien, physicien et enseignant au lycée du Caire dans les années 30, ce renfoncement aurait permis ce qu'il a baptisé le phénomène de l'éclair, qui signalerait avec précision les équinoxes, comme le montre ce cliché aérien de la Royal Air Force. Ce qui le poussera ensuite à le photographier le 21 mars 1934, à l'aide d'appareils infrarouges, technologie de pointe à l'époque, pour mettre en évidence les différences de température de la face sud, montrées ici sur ces 3 photos prises à 15 secondes d'intervalle. Grâce à ce renfoncement, lorsque le soleil franchit l'arête au moment de l'équinoxe, il éclaire d'abord la moitié de la face sud durant quelques secondes, la séparant en 2 parties égales, puis illumine ensuite la totalité en provoquant ce que le professeur Pauchan a baptisé l'éclair. Mais pour certains, Pauchan se trompe, car selon eux, les parements de la grande pyramide ne possédaient pas ce renfoncement. Pour l'affirmer, il s'appuie sur les quelques blocs de parements visibles sur la face nord de la grande pyramide. Mais là encore, lorsqu'on enquête, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas d'époque, car les voici photographiés en 1910 par les frères Morton. Malgré une cassure, ces blocs sont trop neufs par rapport à ceux derrière, qui ne seraient eux exposés à l'air que depuis le XIVe siècle. Les voici un siècle plus tard, bien dégradés. Raisonnons logiquement. Pourquoi les bâtisseurs auraient-ils compliqué le travail en gérant l'élévation des faces renfoncées avec des blocs de tailles différentes, pour ensuite venir y placer des blocs de parement plat pour combler ce creusement?
Si le professeur Pauchant a raison, je vous laisse imaginer la complexité de conception et de réalisation d'une telle particularité. Passons maintenant à la structure interne, considérée par beaucoup comme un second chantier à part entière. Elle est composée de 2 couloirs principaux. Le couloir descendant traverse les assises pour plonger dans le plateau calcaire, orienté à 26 degrés 18, retenez ce nombre, et mène à la chambre souterraine inachevée. Le couloir montant mène à la chambre médiane, puis à la chambre haute en passant par la grande galerie. Lui aussi possède une pente de 26 degrés 18. Cette structure interne défie la logique. On passe d'un couloir d'environ 1 mètre sur 1 mètre à une salle de 8,50 mètres de haut pour 50 mètres de long, dont la fonction, si elle en a une, reste totalement inconnue. La chambre médiane est entièrement réalisée en calcaire. Elle possède un toit en chevron et une niche curieusement décentrée. Et enfin, la chambre haute. Cette chambre est uniquement constituée de dalles de granit. C'est le seul endroit de la pyramide où on en trouve. Toujours du granit d'Aswan, à 900 km de Gizeh. Ces dalles pèsent de 12 à 70 tonnes. Elles ont été extraites ici, auraient été transportées par le Nil, hissées 40 mètres plus haut sur le plateau de Gizeh, puis ensuite à 50 mètres d'altitude dans la pyramide, pour être très précisément agencées au point de garantir l'horizontalité et la verticalité de la pièce. Rien que ça en soi défie la raison. Il faut gérer ce chantier en parallèle de celui des blocs de calcaire qui composent la pyramide. Pourquoi ? Le coffre, par exemple, est trop gros pour passer par l'ouverture. Il a donc fallu le placer avant d'élever les parois. On pourrait discuter longtemps sur la manière de s'y prendre pour manœuvrer et ajuster des blocs si lourds avec autant de précision, mais parlons de ce que nous apprend l'égyptologie, la partie de l'archéologie qui ne s'occupe que d'Égypte. On aurait employé environ 15 000 personnes pendant une vingtaine d'années pour bâtir la Grande Pyramide. On ne sait rien des outils et on spécule sur les méthodes. On n'en sait pas davantage sur la gestion complexe d'un tel chantier. Les nourrir, les faire dormir, les soigner, car les ouvriers n'auraient porté ni gants ni chaussures de sécurité. Cet immense travail aurait été accompli pour servir de cénotaphe au roi Khéops à sa mort, c'est-à-dire de bâtiment utilisé le temps d'une cérémonie pour permettre à son âme de s'élever dans le ciel. Une fois le rituel accompli, on aurait scellé hermétiquement la pyramide puis transporté sa momie ailleurs. Aucune inscription nulle part, aucune statue gigantesque, aucune signature. À ce jour, il ne nous reste de ce roi mégalomane qu'une petite statuette de 7 cm de haut et le témoignage parfois délirant d'Hérodote, plus de 2000 ans après, sur lequel reposent en grande partie les thèses de l'égyptologie. Quoi qu'il en soit, 20 ans ou même 30 ans pour bâtir la Grande Pyramide apparaissent totalement impossibles au regard de l'exemple qui va suivre. Comparons ce qui est comparable. Voici l'entrée du temple de Karnak, qui mesure environ 110 mètres de long sur 40 mètres de haut pour 15 mètres de large, et qui aurait nécessité 17 ans pour sa construction, 10 ans pour son socle et 7 pour le reste. Ce qui aurait été accompli bien plus tardivement que la Grande Pyramide. Mais retournons à Pumapunku, car je ne vous ai pas tout dit sur ce site. C'est en pleine interview qu'un membre de l'équipe a eu l'intuition de mesurer les blocs en forme de hache, ce que nous avons aussitôt fait. Cet écartement mesure précisément 22 cm. Sur un autre bloc, c'est 21,9 cm, soit 1 mm d'écart. Scientifiquement, il faut que j'ai un certain nombre de mesures pour être sûr qu'on ait à peu près raison. Un troisième donne encore 21,9 cm, soit à nouveau 1 mm d'écart. Au milieu du site trônent 2 blocs en forme de hache en excellent état. À l'arrière de ces blocs, on y aperçoit un motif en forme de croix qu'on décide d'aller mesurer. Alors ? 30 cm. 30 cm et l'autre ? Un mètre pile. 1 mètre pile. Je ne fais pas un calcul mathématique, j'observe simplement les moyennes de ces mesures. Elles sont extrêmement proches. C'est à croire qu'on a travaillé ici avec un outillage mécanique. Or, il semblerait qu'a priori, on pourrait dire que ça a été fait à la main, mais la précision est telle que ça nous pose de sérieux problèmes. On a 60 cm, on a trouvé un bloc de 1 mètre. On est dans un système décimal ultra précis,
Ça veut dire qu'on n'est pas dans de l'aléatoire. On peut presque dire que les blocs ont été même préfabriqués. C'est-à-dire qu'on a imposé un modèle et que tous les blocs ont été alignés sur ce modèle. Les blocs en forme de hache mesurent 1 mètre de hauteur, les croix 30 cm de largeur, ce renfoncement-là 22 cm. On est en système métrique. Alors sur le mètre, ça me bluffe. 1 mètre pile, c'est pas un hasard, parce que là c'est vraiment factuel. Et si cette mesure ne semble logiquement ne pas exister, parce il faut attendre Napoléon pour décrire le véritable mètre, mathématiquement et scientifiquement, là je ne sais pas quoi dire. Quand je vous disais qu'Éric était courageux, le mettre dans un site pré-inca, pas évident à intégrer dans la chronologie habituelle. Mais pourquoi est-ce si dérangeant? Parce que premièrement, le mètre étant basé sur une mesure de la Terre, on ne peut pas le connaître si on n'a pas mesuré la Terre. Et deuxièmement, parce qu'on a mesuré la Terre et institué le mètre en 1795, donc à moins de croire très fort au hasard, en toute logique, on ne devrait pas le trouver avant cette date. Et c'est encore plus troublant de le trouver sur des blocs aux formes aussi particulières qui, si elles étaient en bois, ne dénoteraient pas dans un Ikea. Un modèle apparemment apprécié car reproduit exactement à l'identique, à 4000 mètres d'altitude, au milieu de nulle part, avec des dimensions en mètres. Nous avons mesuré 3 blocs en forme de hache car les autres étaient soit trop dégradés, soit inaccessibles. Ils l'étaient davantage en 1892, date à laquelle ils ont également été mesurés en système métrique. Donc voilà le problème. Puisque le mètre est relié à la mesure de la Terre, si ce sont bien les pré-incas qui ont bâti ce site, alors il n'y a pas 50 possibilités. Soit c'est le hasard, soit les pré-incas ont mesuré la Terre, soit on le leur a transmis. Car volontaire ou non, on le trouve ailleurs, ce mètre. Retournons en Égypte. Cette inscription aurait été gravée à l'entrée de l'Académie de Platon, mais elle aurait tout aussi bien pu être gravée à l'entrée de la Grande Pyramide. Les Égyptiens mesuraient en coudées et les dimensions originelles de la Grande Pyramide avec son parement, sur lesquelles tout le monde s'accorde, sont de 440 coudées de base sur 280 coudées de hauteur. En 1859, l'Anglais John Taylor a remarqué que cette dimension-là, divisée par celle-ci, donne pi. Des égyptologues affirment que les Égyptiens possédaient un faible niveau mathématique et qu'ils ne connaissaient ni pi ni le nombre d'or. Or, la chambre haute est bâtie sur un double carré qui ouvre précisément les portes de la géométrie du nombre d'or. Je sais, les nombres et les maths ne passionnent pas grand monde, mais si moi qui dormais durant mes cours de maths, j'ai réussi à comprendre, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. D'abord, présentons rapidement à ceux qui ne le connaissent pas le nombre d'or, car vous trouverez beaucoup de vidéos sur Internet qui l'expliquent en détail. C'est l'Italien Leonardo Pisano qui a fait connaître au XIIIe siècle la suite de Fibonacci, où chaque nombre divisé par le précédent donne un résultat qui se rapproche de plus en plus de 1,618. C'est un nombre, plus précisément un rapport entre deux nombres, qui n'a pas de fin, tout comme pi, mais qui possède des propriétés mathématiques uniques. Pas besoin de fixer tout ça, il faut juste que vous compreniez sa logique d'utilisation. Comme c'est un système de proportions, on emploie toutes ses déclinaisons, et même 1,272, sa racine carrée. S'il a été baptisé divine proportion, c'est justement parce qu'on l'observe de manière statistique ou moyenne un peu partout autour de nous. Dans les minéraux par leurs angles, dans les végétaux par la géométrie des feuilles, la répartition des graines, chez les animaux et dans l'homme, comme l'a montré De Vinci, ou encore dans l'art où il incarnerait l'harmonie. Bâtir sur la géométrie du nombre d'or, c'est essayer d'imiter la nature ou de reproduire ce qu'on en perçoit. Gardez en tête ces nombres, car nous allons les recroiser. Pour mesurer, on a besoin d'un étalon, le mètre ou le yard par exemple. En Égypte, ils employaient la coudée que certains disent variable. Mais pour la Grande Pyramide, sa valeur est obtenue avec certitude car la chambre haute est faite de granit assemblé avec précision. La valeur obtenue, déduite par les mesures de cette pièce, oscille entre 0,5235 et 0,5236 mètres, soit 52 cm, 3 mm et 5 aussi dixièmes de millimètre. C'est la coudée royale employée dans la Grande Pyramide. Mais alors que les bâtisseurs de la Grande Pyramide ne sont pas censés connaître le mètre, leur coudée est par miracle liée au mètre. D'abord, elle s'obtient facilement par la géométrie. Cette dimension vaut 1, pas d'unité, juste 1. La longueur du cercle, c'est cette dimension fois pi,
donc là, ça nous donne pi. On découpe le cercle en 6 parties. Chacune vaut 0,5236. Et ce qui reste vaut 2,618. C'est le nombre d'or au carré. Ces 3 nombres sont liés par ce cercle de 1 de diamètre. Je suis allée interroger un homme de terrain, un compagnon, spécialiste de l'étude des mesures anciennes depuis des décennies. Ma fameuse coudée qui fait 52,36, je sais bien que si je la multiplie par 6, je trouve 3,14,16. Donc j'ai des entrées directes avec du calcul, avec de la géométrie. Le pied, derrière, il fait 32,36. Mon pied 32,36, si je le divise par 2, 32,36 divisé par 2, ça me fait 16,18. J'ai 1,618, j'ai mon nombre d'or qui apparaît. Si on veut mesurer ce cercle, il nous faut une unité de mesure. Prenons le yard. Alors, cette dimension vaut 1 yard, et celle-là, 0,5236 yards, ce qui ne correspond à rien de particulier. En revanche, si ceci vaut 1 mètre, alors cette dimension vaut pi en mètres divisé par 6, soit 0,5236 mètres, soit la valeur de la coudée royale de la Grande Pyramide. Ce qui ne peut être qu'un hasard, vu que le mètre a été adopté en 1795, après qu'on ait mesuré la Terre. Un hasard qui s'ajoute à un autre hasard. Avec des formes simples, nos bâtisseurs seraient également tombés sur la géométrie du nombre d'or sans même la voir. Prenons maintenant les mesures de la Grande Pyramide en mètres. Ces proportions font que si on divise ça par ça, dans n'importe quelle unité de mesure, le résultat donne pi. Mais quand on est en mètres, cette dimension divisée par celle-ci donne pi. Mais cette dimension moins celle-ci donne pi fois 100. Ce qui ne fonctionne qu'avec le mètre. Même dimension, une division et une soustraction. Concernant la chambre haute, parmi tous les choix possibles de forme, ils auraient d'abord par hasard choisi celle d'un double carré qui ouvre sur une géométrie qu'ils ne sont pas censés connaître, celle du nombre d'or. Ensuite, pour réaliser cette chambre, parmi tous les choix possibles de dimension, ils auraient arbitrairement choisi 10 coudées de large par 20 coudées de long. Cette dimension-là mesure pi fois 10 en mètres, et ce n'est possible qu'en mètres. Cette dimension-là, plus 2 mètres 618, égale cette dimension. Cette dimension plus 2 mètres 618 égale cette dimension. Plus 2 mètres 618, c'est cette dimension. Ça ne se produit que parce que la pièce mesure 10 coudées par 20 coudées. Si ça avait été 9 coudées par 18 ou 11 par 22, on aurait trouvé le nombre d'or et pi en proportion, mais pas en mètres. Tout ça n'a évidemment aucun sens, car comme je vous l'ai dit, le mètre date de 1795. Pourtant, quelque chose ne va pas. Vous allez voir. Besoin d'une petite pause ? Dans un livre sur le nombre d'or, on apprend qu'au Moyen-Âge, les bâtisseurs d'églises et de cathédrales utilisaient également la coudée, qui appartenait à un système de mesure baptisé la quine. Dans un pied, tout le monde sait au Moyen-Âge qu'on a 12 pouces. Et dans un pouce, nous avons 12 lignes. Derrière, on a la mesure qui est la mesure de l'empan. Derrière, nous avons la mesure de la palme. Et derrière, la paume, qui va donner ce qu'on appelle la quine, cette suite de 5 mesures organisées, et organisées pendant beaucoup de siècles, y compris à la Renaissance, de façon dorée. Ce qui veut dire aux proportions du nombre d'or. Regardez comme tout s'organise ingénieusement autour d'un pentagone si cher aux compagnons. En étudiant les mesures anciennes et surtout les bâtis anciens, je me suis rendu compte que, évidemment, on a des mesures qui sont variables selon les régions, selon les époques, mais celle qu'on trouve qui voyage le plus de région en région va être cette coudée-là qui fait aujourd'hui qu'on la mesure 52,36. Parmi ces différentes coudées du Moyen-Âge, une est très particulière, la coudée royale médiévale, de même valeur que celle employée pour la construction de la Grande Pyramide. Mais d'où vient cette coudée médiévale ? C'était tout de même celle qui était utilisée en Île-de-France, en Picardie, en cette région-là, cette région centrale. Et comme le pouvoir va dominer le territoire petit à petit, moi je suis en Occitanie par exemple, mais on va passer aussi au sein de la couronne de France et on va voir des maîtres d'œuvre royaux qui vont aller un peu partout. Ce qui veut dire que cette coudée a été imposée par la royauté, qui plus de 3500 ans après la construction de la Grande Pyramide serait alors par hasard tombée sur la même valeur. Tout aussi troublant que les conséquences d'un choix qu'on ne s'explique pas. Si je soustrais 32,36 de 52,36, c'est un constat, je trouve derrière cet empan petit comme ça qui représente, quand je le lis aujourd'hui, je le mesure aujourd'hui, ça représente 20 cm. 20 cm précisément, ce qui étonne puisque l'empan a été largement déterminé avant le mètre. Mais au fait, on l'a établi comment ce mètre ?
C'est en 1795, par rapport à la circonférence méridionale polaire de notre planète, c'est-à-dire par rapport à un cercle qui fait le tour de la Terre en passant par les pôles. Il a été décidé que ce cercle serait fractionné en 40 millions de parties, donc 40 millions de mètres, ce qui a alors donné la longueur de notre mètre qu'on lui connaît. Mais si, au lieu de 40 millions, on avait divisé ce cercle en 50 millions de parties, par exemple, il aurait été plus court d'environ 20 cm. Je me suis alors demandé, mais pourquoi l'a-t-on divisé en 40 millions? Pourquoi pas en 36 millions, ce qui aurait été plus logique puisqu'on divise un cercle en 360 degrés? Je n'ai trouvé aucune réponse, ce qui m'a surprise car ce choix de 40 millions a d'étonnantes conséquences. Mais avant d'en parler, intéressons-nous au travail du Français Quentin Leplat, qui a voulu vérifier statistiquement la présence du mètre en mesurant toutes les portes d'église dans une zone arbitrairement définie. Les dimensions des portes d'entrée avaient des largeurs qui pouvaient être un nombre de mètres entiers, ou des portes de 1 mètre de large sur des monuments du XIIe siècle. Et ça, c'était tellement fréquent que je me suis dit que ce n'était pas le fruit d'un coup de chance, parce que ça peut tout à fait arriver, hein, sur un très grand nombre de bâtiments, on peut tout à fait tomber sur des unités qu'on va choisir, quoi, presque. Hein. Il y a également sur des châteaux, comme le château de Chambord, où là c'est extrêmement évident. Les portes en fait, qui font circuler d'une tour à l'autre, eh bien, elles font 1 mètre de large ou 90 cm de large. Et donc c'est très troublant parce que c'est très précis, c'est vraiment 1,00 sur le laser, quoi. Dans une église donc, à Saint-Nectaire, dans ma région, j'ai observé une fresque qui est encastrée dans le mur. Et cette petite fresque fait 1 mètre de large, et juste en dessous, la pierre qui est fichée dessous, elle fait une coudée de large. Évidemment, on va nous dire que ces bâtisseurs médiévaux ne pensaient pas en mètres, mais en ampans, et qu'il ne faudrait pas lire 1 mètre, mais 5 ampans. Peut-être. Mais lorsqu'on remet tous ces faits en ordre, on se rend alors compte de ce à quoi l'histoire commune nous demande d'adhérer. Au fait que les bâtisseurs de la Grande Pyramide seraient par hasard, et sans le savoir, tombés sur une valeur de la coudée en lien avec pi, le nombre d'or, et plus tard le mètre. Qu'au Moyen-Âge, sous l'impulsion de la royauté, les bâtisseurs d'églises et de cathédrales auraient par hasard adopté la même coudée royale que les bâtisseurs de la Grande Pyramide. Que des siècles plus tard, on aurait par hasard décidé de diviser la circonférence de la Terre en 40 millions de parties, qui auraient alors donné par hasard une valeur du mètre égale à 5 ampans et une valeur de la coudée royale égale à pi divisé par 6. Et qu'accessoirement, lorsqu'on a adopté le mètre, personne ne se serait rendu compte que 5 ampans valaient précisément 1 mètre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout ça ne tient pas. À moins d'être un adepte inconditionnel du hasard, ne serait-il pas plus rationnel d'envisager que celui qui a soufflé de diviser la circonférence de la Terre en 40 millions de parties savait pertinemment ce qu'il faisait, et qu'il s'agirait, aussi surprenant que ça puisse paraître, d'une discrète et longue chaîne de transmission multimillénaire? Car ce qu'on remarque également, c'est que le choix de diviser la circonférence de la Terre en 40 millions de parties fait que le diamètre de notre planète vaut quasiment la racine carrée du nombre d'or. Quoi qu'il en soit, dans les faits, la coudée royale, pi, le nombre d'or et le mètre sont liés. Libre à chacun de le vérifier ou de conclure en fonction de ce qu'il croit. Car ce qu'on croit influence ce qu'on voit. C'est le cas face à certains objets étranges de notre passé. Sur ce site âgé d'environ 4500 ans, on trouve ces cuves d'albâtre. Et ce deuxième modèle, un peu différent. Il est dit que ce sont des cuves employées lors de sacrifices pour recueillir le sang des victimes. On dirait plutôt des trous de remplissage que des trous d'évacuation, car ils sont placés en hauteur. Mais dans quel but? Ces objets à l'aspect particulier laissent davantage entendre une fonction technique que religieuse ou rituelle. Ce disque de schiste vert d'environ 60 cm de diamètre a été découvert en 1937 dans la tombe d'un prince ayant vécu il y a plus de 5000 ans. C'est dire la valeur qu'il avait à ses yeux pour décider de se faire inhumer avec. Mais 80 ans après sa découverte, on ne sait toujours pas à quoi il pouvait bien servir. Alors il a été rangé dans la case fourre-tout des objets religieux ou décoratifs, où on place souvent tout ce qu'on ne comprend pas. Pourtant, avec la précision de sa forme, on a l'impression qu'il est davantage que ça. Son noyau central semble également le destiner à tourner.
Mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'un objet ayant une fonction technique. En revanche, l'objet qui suit, lui, ne fait aucun doute sur sa nature et incarne, au moins 2000 ans plus tard, l'expression mécanique du génie de l'esprit humain. Dans les années 50, un physicien redécouvre au musée d'Athènes ce fragment incompris provenant de l'épave d'un bateau coulé 20 siècles plus tôt. Convaincu de son importance, il passera le reste de sa vie à l'étudier, mais mourra 20 ans avant que la technologie confirme son intuition en permettant de le scanner tranche par tranche dans sa profondeur. La machine anticythère a été découverte dans le stock des objets provenant du naufrage d'Anticythère. C'est un navire qui voguait vers Rome aux alentours de, on dirait, 60 avant Jésus-Christ, et qui a fait naufrage devant la petite île d'Anticythère qui est entre la Crète et le Péloponnèse. Derek Dessola Price, qui était un spécialiste des mécanismes à engrenage, arrive à Athènes dans les années 50 et il va dans le musée national archéologique pour voir la machine d'Anticythère. En 1950 et 60, on ne voit que l'extérieur des fragments. Ce n'est que dans les années 70 où Derek Price a la chance de travailler avec un physicien nucléaire du Centre de recherche nucléaire d'Athènes qui fait faire des radios des fragments de la machine anticythère. Et là, c'est une surprise énorme parce qu'on découvre dans le fragment principal 30 os dentés et les dents sont très bien visibles sur les radios. Ce mécanisme permet de représenter le ciel à un moment donné ou de déterminer une date à partir d'une configuration particulière du ciel. Il règle tous les mouvements des planètes visibles, du Soleil et de la Lune, et en un seul mouvement, en tournant la manivelle, on fait tourner tout le ciel jusqu'au moment qui nous intéresse. La machine, c'est une représentation miniature et mécanique du cosmos, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le système solaire. C'est un mécanisme perpétuel qui compte pas moins de 300 engrenages et pièces dentées. Il pose plusieurs problèmes. Pour le concevoir, il fallait nécessairement savoir que la Terre était une sphère et que les astres tournaient autour du Soleil. L'astronomie sphérique, à l'époque d'Anticythère, ça fait longtemps qu'elle est établie. Depuis l'époque, au moins, d'Euclide, qui a établi les bases de la géométrie, il y a Autolycos qui a établi les bases de l'astronomie sphérique. Il connaissait avec précision les cycles de chacune des planètes et le problème du décalage existant entre calendrier lunaire et solaire, identifié par le savant grec Méton. En 19 ans, donc 19 années solaires, entendons, il y a très exactement 235 mois lunaires. Calcul qui sera affiné un siècle plus tard par un autre astronome, Calypte de Cyzique. Si on fait 4 fois le cycle de Méton, c'est-à-dire 4 fois 19, ça veut dire 76, et on retranche un jour, on a une concordance du cycle lunaire et du cycle solaire beaucoup plus précise. Et c'est drôle parce que tous ces chiffres, le 19, le 235 et le 76, ils sont notés sur la machine, sur les inscriptions. À l'initiative de Mathias Butet, la société Hublot a décidé de reproduire ce mécanisme. Mais la première fois qu'il en a entendu parler, Mathias a d'abord cru à une plaisanterie. En moins 250, on est capable de faire ça, puis il y avait des engrenages comme ci, comme ça. Et là, moi, tout de suite, je dis, mais ça, c'est pas possible, les gars. Mais, et puis quoi, il y avait des extraterrestres aussi, et puis ils sont venus, puis ils ont donné le savoir aux hommes, et puis ils sont repartis, et puis... non, là, je trouvais que c'était une énorme plaisanterie, et puis j'étais fâché, et je suis allé là-bas en me disant, il faut en apprendre un petit peu plus. Puis en fait, c'était l'évidence, c'était possible, ça existait, c'était devant moi. Concernant le niveau mathématique requis, il est stupéfiant, car le mécanisme d'Anticythère met en jeu des mouvements différentiels complexes. Celui qui a conçu la machine, il avait derrière lui une longue tradition de calcul, c'est certain, parce que pour pouvoir représenter tous ces phénomènes complexes d'une façon si simple finalement, mais qui est très difficile à concevoir et à mettre en œuvre, eh bien, c'est pas le coup d'essai. C'est pas un coup d'essai qu'on fait ça. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas circulaire, mais elliptique, ce qui lui donne depuis la Terre une vitesse variable. Ce qui est compliqué à reproduire, car les engrenages produisent des mouvements circulaires constants. Les roues s'engrainent l'une dans l'autre, comme pour nous. Elles tournent, mais
en tournant sur un satellite, et ça on sait le faire aussi, c'est des engrenages planétaires. Mais pendant qu'elles tournent, elles vont s'éloigner, donc on va mettre plus de temps pour aller chercher le flanc des dents, donc on retarde, et on va se rapprocher et on va aller un peu plus vite. Donc ils ont fait respirer ces engrenages pendant qu'ils fonctionnaient, ils s'éloignent, ils se rapprochent, et en fait qu'est-ce que ça fait? Ça change le rapport d'engrenage. Ils ont fait un truc absolument incroyable, de simplicité, puis en même temps c'est génial, on a passé complètement à côté dans notre civilisation. À cette connaissance s'ajoute celle de la maîtrise de la réalisation des engrenages. Il y a des engrenages à l'intérieur qui sont d'une technicité, d'une ingéniosité qui est juste extraordinaire. La partie recherche et développement, c'est-à-dire conception de l'objet, elle dépend des connaissances que l'on a au départ. Parce que si pendant qu'on est en train de faire, on est aussi en train d'apprendre, et puis ça peut prendre une éternité, et ça prend une vie entière. Ce qu'ils n'oseront peut-être pas dire face à ma caméra, de peur de déranger certains archéologues, c'est le savoir mathématique nécessaire pour réaliser un tel mécanisme, très au-delà de ce qu'on attribue généralement aux Grecs anciens. Car dans le cas contraire, il leur aurait fallu des milliers de prototypes pour parvenir à un résultat aussi précis. Mais comment passer à une réalisation mécanique? C'est ça qui fait mystère encore de nos jours. Oui, car dans la pratique, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. La roue principale comporte 223 dents. Comment décomposer facilement un cercle en 223 parties égales? La machine anti-stère, ce n'est pas un objet unique. Il est unique pour nous parce que c'est le seul qui est parvenu jusqu'à nos jours grâce au naufrage, mais on est sûr qu'il en a existé des dizaines, je dirais. Certains écrits grecs résonnent différemment depuis qu'on connaît ce mécanisme et son utilisation. Et on a un livre qui est arrivé jusqu'à nos jours, copié par les scribes, d'un astronome qui a vécu à peu près à la même époque que la fabrication supposée d'Anticiter, Géminos. Et quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression de lire une description de la machine d'Anticiter. S'il fallait une preuve que les outils ou machines ne survivent pas au temps, l'Anticiter donne à réfléchir. C'était il y a seulement 2000 ans. L'Égypte, c'est 3000 ans plus tôt. C'est parce qu'il a coulé qu'il a été sauvé. C'est un paradoxe. Il serait resté sur la Terre, il aurait été fondu, recyclé pour faire autre chose. C'était la loi pour tous les objets métalliques qui ne servaient pas à partir d'un certain moment. Et ce mécanisme fonctionnerait toujours s'il n'avait pas séjourné sous l'eau. Comment un épisode majeur de l'ingénierie humaine a-t-il disparu de notre histoire? Car on n'a pas seulement perdu l'objet, mais l'idée même qu'il ait un jour existé. C'est un peu comme si on avait découvert un ordinateur dans l'épave du Titanic. Le plus étonnant est que cette découverte semble être passée presque inaperçue dans les rangs de l'archéologie. Si vous demandez à un archéologue classique quel était le rapport des anciens à la technologie, au mieux, bon, il parlera peut-être de l'architecture, évidemment, mais ça, on ne peut pas passer à côté de l'acropole, c'est clair. Les anciens, c'était surtout la théorie, la pratique, c'était pour les esclaves. C'est le genre de discours classique. Mais ça dure depuis les Romains, ce discours. La machine d'Anticiter remet en question ce discours et oblige à relire déjà, mais à réécrire aussi pas mal de choses. Juste avant de repartir d'Athènes, à 2 pas de l'acropole, je n'ai même pas été surprise de voir de tels murs. Le hasard est décidément tenace. Si l'Anticiter force à reconsidérer l'évolution des sciences et techniques humaines, il existe un site archéologique qui vient totalement bouleverser la chronologie des peuplements. Sa découverte est une grenade qu'on a tout juste dégoupillée. Vous allez comprendre le problème. Le site de Göbekli Tepe a été découvert dans les années 1990 par des bergers en Turquie. Déjà, le site de Göbekli Tepe, c'est certainement le temple archaïque le plus ancien que nous connaissions à l'heure actuelle. C'est Klaus Schmidt, l'archéologue allemand, qui est venu sur le site et qui a commencé des fouilles en 1995 jusqu'en 2014. Il a sorti de terre 6 vastes enceintes absolument extraordinaires parce qu'elles sont uniques au monde. Au cœur des enceintes, on trouve des piliers centraux. Ce sont 2 grands piliers anthropomorphes qu'on appelle des piliers jumeaux et qui sont entourés d'un mur d'enceinte séparé à intervalles réguliers par d'autres piliers un peu plus petits. Et les grands piliers centraux font environ 2,50 m et ils pèsent environ 16 tonnes. Et c'est là que les problèmes commencent.
L'humanité à cette époque-là ne savait même pas faire un vase en poterie. Ils étaient vraiment très archaïques. C'était les derniers chasseurs-cueilleurs. On n'était même pas dans le cadre de la sédentarité. Et ils sont arrivés à élever des piliers qui faisaient 16 tonnes. Ça demande déjà une coordination au niveau de tous les ouvriers. Ça demande un maître d'œuvre, ça demande des ouvriers spécialisés. Or, il faut bien se souvenir qu'en moins 12 000, on a des chasseurs-cueilleurs nomades qui n'ont aucune spécialité et qui n'ont même pas le même langage entre eux pour pouvoir communiquer. Car selon l'histoire, on est avant la civilisation. Quelque chose ne fonctionne pas. Mais ça va plus loin encore. Ce qui est étonnant, c'est le raffinement de toutes ces gravures, de tous ces ronds de bosses qu'on a pu trouver un petit peu partout. Un raffinement qu'on n'aurait jamais imaginé à la période du néolithique. Voilà, là aussi, ça remet en question tout ce qu'on pensait savoir de cette période du Natoufien et du néolithique par la suite. Voilà des mois que j'essayais d'interviewer l'un des meilleurs chercheurs au monde sur le sujet. L'auteur de l'Empreinte des dieux, un best-seller mondial soigneusement documenté et sourcé qui a ouvert la voie à beaucoup de monde. Graham Hancock tombait à pic. Il allait m'apporter les clés qui me manquaient. Here we have a giant megalithic site, much larger than Stonehenge, for example, which is 11,500 years old, which appears suddenly in a community that apparently are entirely hunter-gatherers. Where did they learn the skills to do this? We don't see them practicing. The oldest material at Göbekli Tepe is the best. Where did they wake up one morning with some sort of magical inspiration that enabled them to quarry and cut stone, to put up the world's first perfectly north-south aligned building, which requires astronomy? Car on s'interroge sur la véritable fonction de ce site. C'est un temple rituel, il devait y avoir des sacrifices, il y avait très certainement des rituels archaïques à cette époque. Mais je pense aussi que c'est un observatoire astronomique. Ce temple pose aussi le problème de l'agriculture, représenté sur un des piliers. On voit en haut des paniers. Et derrière, on voit qu'il y a des liasses de blé, des choses comme ça, qui sont entrelacées. Il est certain que le temple était là avant l'agriculture. Et on a pourtant déjà ces premiers paniers, cette première approche de l'agriculture. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, de façon chronologique, ça va pas ensemble. Dans la chronologie habituelle, les peuples nomades se fixent à un endroit en devenant agriculteurs et éleveurs, puis se spécialisent et sont ensuite capables de réaliser des temples. Or là, c'est tout l'inverse qui se serait produit. Il y a eu quelque chose qui a impulsé la sédentarité, qui a impulsé l'intelligence à l'homme. Agriculture appears suddenly at the same moment that Göbekli Tepe appears. Actually, when I spoke to the late Klaus Schmidt, he felt that Göbekli Tepe had functioned as a center of innovation in that area, that it was a place where people were drawn to and were taught skills. And this raises a question in my mind: who taught them the skills? Because what I think we're looking at Göbekli Tepe, this sudden emergence of megalithic architecture, the sudden emergence of evolved agricultural knowledge, it looks to me like a transfer of technology. It looks to me like people came to that area who already knew how to make megalithic architecture, who already knew agriculture, and who knew how to mobilize and organize workforces. And they put that infrastructure into place there, and they passed on their skills in megalithic construction and in agriculture to the local hunter-gatherers that they had settled amongst. So who were these people? On observe sur les piliers des motifs qu'on aperçoit ailleurs sur la planète. I don't know how much we should make of these connections, but it's interesting to note. For example, the Göbekli Tepe megaliths are tall pillars, sometimes weighing as much as 20 tons, with the kind of shape of a letter T. And the top of the pillar, the T shape at the top of the pillar, represents a human head. You can say this for sure because many of the pillars have arms carved into the side and the hands meet in front of the belly. The positioning of the hands on the Göbekli Tepe figures is just identical to the positioning of the hands on the Easter Island statues. On this belt is cut the letter, a sign that we would recognize as the letter H. And oddly enough, that exact same H shape, as you know, appears in the H blocks at Tiwanaku. There are certain creatures and animals which are cut on the Göbekli Tepe megaliths, which are reproduced exactly in structures in Peru, and I went into this in some depth in my book, Magicians of the Gods. Comme l'a mentionné Bleuette Dio, on voit des paniers sur un des piliers. Ce qui a également attiré l'attention de Graham Hancock, car ce même type de panier se trouve sur les représentations du dieu mésopotamien Oannes, qui aurait apporté la civilisation dans cette région du monde.
un motif qu'on retrouve également dans la main d'une divinité d'Amérique centrale, qui prendra plus tard le nom de Quetzalcoatl, lui aussi apporteur de la civilisation. What we are often seeing in these similarities is what we would expect to see if one culture on one side of the world and another culture on the other side of the world had both received a legacy from the same third-party culture. Comment expliquer autrement ces parallèles? Et comment expliquer la brutale apparition de ce temple et de l'agriculture il y a environ 12 000 ans? On n'a pas d'antériorité à ce site. On a l'impression qu'on a atteint la perfection d'un seul coup. Au départ, on était persuadé que c'est la sédentarité qui avait amené l'homme à la spiritualité, c'est-à-dire à fabriquer des temples et ensuite des villes. Et là, on se rend compte d'une chose, et on est obligé de faire marche arrière et de se dire que la spiritualité a engendré la sédentarité. Donc pour les archéologues, c'est déjà vraiment un pavé dans la mare. C'est vraiment, on s'est trompé dans notre schéma de pensée. Il est amusant de remarquer que Göbekli Tepe signifie curieusement la colline du nombril, un de plus. Et comme l'a découvert Klaus Schmidt, il ne fait aucun doute que ce nombril a été délibérément enfoui, ce qui a permis de dater ce site avec autant de précision, 11 600 ans avec une marge d'erreur de plus ou moins 150 ans. Mais pourquoi avoir enfoui volontairement ce site après l'avoir construit? Serait-ce pour le préserver? On pourrait envisager un message laissé à la postérité. On constate que ces 11 600 ans correspondent à la fin, brutale, d'une période d'intenses changements terrestres qu'on appelle le Drias récent. Alors que la Terre se réchauffait et sortait progressivement de la dernière période glaciaire, la température a brutalement chuté de 7 degrés. This Younger Dryas episode has for a long time been mysterious to geologists. We know it happened, but they've not known why it happened. Environ 1300 ans plus tard, la température grimpe, à nouveau brutalement, mais cette fois de 10 degrés. There was a second episode of cataclysm, a second episode of global flooding. Geologists call it meltwater pulse 1b. Selon plusieurs études scientifiques, ces événements seraient dus à 2 séries d'impacts de fragments d'une même comète, à 1300 ans d'intervalle, créant des cataclysmes dont auraient été témoins nos ancêtres. Every account that I'm aware of that exists of a former human civilization that was brought low by a cataclysm, there are no exceptions. Si d'immenses débris ont bien heurté notre planète, on comprend que les peuples aient pu avoir l'impression de subir une punition divine. Cette hypothèse d'impact est aujourd'hui considérée sérieusement par la science, qui venait de publier un dossier complet dans la revue Nature. On a retrouvé dans la couche correspondant à l'entrée du Drias récent d'énormes quantités de platine associées à des nanodiamants et à des sphérules de carbone. Des minéraux fondus à une température de 2000 degrés et d'importantes quantités de cendres provenant d'incendies. Autant de traces qui accréditent la thèse de l'impact de comètes, quand rien n'est en mesure d'expliquer ces brutales variations de température au début et à la fin du Drias récent. We can constrain it to the period between 12,800 and 11,600 years ago. Et à nouveau, comme le fait remarquer Graham Hancock, on a des écrits. Solon rapporta à Platon que l'Atlantide sombra 9000 ans avant sa visite en Égypte en moins 600 avant notre ère, soit il y a 11 600 ans. Ce qui coïncide avec la date de fin du Drias récent. Si toutes les légendes ou récits anciens ne sont pas à prendre au pied de la lettre, ils ne sont pas à rejeter en bloc non plus. C'est le cas de la légendaire cité de Kumarikandam du peuple tamoul du sud de l'Inde. Cette civilisation très avancée aurait occupé une vaste extension de territoire, avec d'immenses bibliothèques et des universités dans lesquelles on enseignait. Mais il y a 11 600 ans, date de fin du Drias récent, Kumarikandam aurait totalement disparu dans un cataclysme. Sea level has risen 120 meters. More than 27 million square kilometers of land, which is roughly Europe and China added together, was above water during the last ice age and is underwater now. I would suggest that the civilization we're dealing with was a maritime seafaring civilization, that it occupied the very best lands that were available in the Ice Age world. And those very best lands, actually, as is the case today, were the coastal lands, lands close to the sea. Those were the lands that were flooded by rising sea levels at the end of the Ice Age. Des pêcheurs locaux se plaignaient depuis longtemps de ruines sous-marines qui accrochaient leurs filets, mais personne ne les croyait. Ils en parlèrent un jour à Graham Hancock, qui décida en 2002 d'aller y plonger avec eux. We went out and dived at Mahabalipuram with the local fishermen in 2002, and lo and behold, everything that they'd said was true. There is an underwater city there. And what's more, it extends more than 5 kilometers from the shore, down to depths of more than 30 meters. Mais c'est vraiment lors du tsunami de 2004, quand l'océan se retira, que la baie fut mise à nu durant une trentaine de minutes.
and many people saw the ruins. Et depuis, on étudie le site. But they're not investigating it in a satisfactory manner. They're still working in the intertidal zone, down to a depth of 5 meters. They should be out 5 kilometers from shore at 30 meters, looking at what's lying down there, because it has the potential to rewrite history, because we know from sea level studies that that area has been underwater for about 11,500 years, exactly as is given in the Kumari Kandam story. Car avec le temps, les récits s'enjolivent, se déforment ou disparaissent. Est-ce pour cette raison que les prêtres égyptiens firent graver l'histoire de la fondation de l'Égypte sur les murs d'un temple? As my friend John Anthony West puts it, the ancient Egyptians are telling us very clearly that their civilization was not a development, it was a legacy. It was a legacy from the first time, and the first time I associate with the arrival of the survivors of a lost civilization in Egypt around 12,800 years ago. And that story, as a matter of fact, is told in full detail in the Edfu building text. The priests of that time, around 330 BC, had inherited the archives of the earlier temples. Amongst those archives, written on animal skins and falling into pieces, was the story of the time when the gods came to Egypt, after the destruction of their former homeland, which was an island. They came to Egypt and they brought the gifts of civilization. And the priests decided to copy those crumbling, ruined and ancient texts and make them permanent on the walls of the Edfu temple. Cette histoire fut rapportée à Solon, venu en Égypte s'instruire, comme presque tous les plus illustres savants grecs, qui l'a transmis ensuite à Platon. Pour certains, ce ne serait qu'une fable, mais c'est faire preuve d'arrogance en oubliant l'illustre homme d'État que fut Solon, membre du Conseil des 7 sages. Tout comme Platon, qu'on accuse de nos jours de sénilité ou d'affabulation, car ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'on croit ou à ce qu'on voudrait entendre. C'est pourtant ce qui est écrit sur les murs de ce temple. Kumari Kandam ou le mécanisme d'Anticythère rappelle qu'on doit être prudent. Seulement 1 ou 2 générations d'occupation suffisent à faire perdre la mémoire à un peuple entier. Combien d'autres objets ou textes ont ainsi pu disparaître? On savait qu'il y a 13 000 ans, la Terre avait vécu un bouleversement climatique, que les glaces avaient fondu dans tout le nord du monde, qu'une extinction de masse s'était produite, que le niveau des océans avait grimpé de plus de 100 mètres et que le froid avait de nouveau régné durant 1300 ans. Mais on ne s'expliquait pas la cause brutale. On savait encore que nos ancêtres avaient vécu cet événement qui avait provoqué des migrations de peuples, mais on croyait qu'ils n'étaient encore que de simples chasseurs-cueilleurs. Or, Göbekli Tepe nous démontre le contraire. Et de là à imaginer un degré de développement de la civilisation supérieur à ce que l'on pense, il n'y a plus qu'un petit pas à faire. We should not expect the remnants of that civilization to be the same as our own. They're going to be very different and may even be unrecognizable. Comme nous avons construit quasiment sur toute la surface de notre planète et que nous avons miné et foré le sous-sol à de nombreux endroits, notre civilisation laisserait des traces partout. Mais si cette civilisation avait évolué différemment? Si certains pensent que tous ces points communs entre ces sites particuliers sont d'origine divine, je ne les imagine pas pour ma part bâtis par la main d'un dieu. Ou alors ce dieu était suffisamment petit pour passer par le couloir de la Grande Pyramide. D'autres, en opposition, affirment que ces points communs sont dus au fait qu'Homo sapiens étant partout le même sur la planète, aux mêmes problèmes techniques, il trouvera les mêmes solutions. Et en effet, on constate avec ironie qu'il commence avec des roches massives précisément ajustées et termine avec des petits blocs et du ciment. Mais un autre lien défie cette hypothèse, tout autant que le temps et l'histoire. En 1965, Francis Mazières, un ethnologue français, évoquait un lien entre l'île de Pâques, le Pérou et l'Égypte, qui se trouvait selon lui sur un équateur magnétique de la Terre. En 1997, l'Américain Jim Allison l'a baptisé le Grand Cercle. Grand cercle qu'on ne pouvait pas apercevoir avant d'avoir totalement cartographié la Terre, ce qui pose, vous allez le constater, un énorme problème. Partons de l'île de Pâques, orientons-nous à 30 degrés et traçons une bande large d'une centaine de kilomètres. Elle passe au Pérou par Nazca, le Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuaman, Cusco et Nopá Iglesia. Elle traverse l'Atlantique pour passer par les grottes sacrées de Tassili N'Ajjer en Algérie,
puis par l'oasis de Siwa en Égypte, par les pyramides de Gizeh, par Petra en Jordanie, Our en Irak, Persépolis en Iran, Mohenjo-Daro au Pakistan, Khajuraho en Inde, Piaï en Birmanie, Sukhothai en Thaïlande, Angkor Wat et Prévière au Cambodge, très probablement reliés il y a longtemps, puis ensuite par les îles méconnues d'Anetium en Nouvelle-Calédonie. Dans cet alignement, ce ne sont pas les dates de construction des sites qu'il faut considérer, car certains sont éloignés de plusieurs siècles ou millénaires, mais plutôt leur localisation, sachant que la plupart ont été bâtis et rebâtis sur les ruines d'anciens temples. Voyons d'abord les rapports de proportion entre quelques-uns de ces sites. Pôle Nord au centre, regardons la Terre vue de dessus. Le cercle rouge qui l'entoure est notre grand cercle. La distance Angkor Wat-Nazca est égale à la distance Mohenjo-Daro-Île de Pâques. La distance Angkor Wat-Mohenjo-Daro est égale à la distance Mohenjo-Daro-Gizeh et à la distance Nazca-Île de Pâques. Je pense qu'à ce stade de l'enquête, personne ne sera surpris de voir apparaître le nombre d'or. La distance Angkor Wat-Gizeh multipliée par le nombre d'or égale la distance Gizeh-Nazca, et la distance Gizeh-Nazca multipliée par le nombre d'or égale la distance Nazca-Angkor Wat. Mesurons maintenant en système métrique, comme on l'a fait avec la Grande Pyramide, la distance Île de Pâques-Gizeh. 10 000 fois le nombre d'or, ou encore un quart de tour de la Terre multiplié par le nombre d'or. C'est là que Jim Allison s'arrête, car comme beaucoup d'autres chercheurs anglo-saxons, il mesure en miles et non en mètres. Jusqu'en 2012, Google Earth donnait 16 179 km de distance entre les deux. Aujourd'hui, il annonce 16 168 km. La raison est simple, le mode de calcul a changé. Donc, selon le mode employé, le résultat peut différer. Mais soyons sérieux, même à 20 km près, trouver une île positionnée sur cet équateur incliné relève presque du miracle. C'est lorsqu'on a vérifié cette distance sur place avec l'application Maps.me pour smartphone et en prenant pour point de départ les coordonnées GPS de la Grande Pyramide de Gizeh que nous avons pu valider une nouvelle découverte de Jim Allison. Le point indiquant précisément 16 180 km se trouve au centre d'un triangle formé par 3 points remarquables de cette île, les 2 sommets les plus élevés, Terevaka et Poike, et le centre du cratère de Ranokao. Et ce triangle est plus que particulier. Ses 2 côtés égaux forment un angle de 108 degrés. C'est la portion du pentagone doré des compagnons liée au nombre d'or. Comment est-ce possible? Il est évident que ces volcans n'ont pas été construits. Et comment expliquer ces 16 180 km de distance sans s'en remettre une fois de plus au hasard? C'est très simple. Les bâtisseurs de Gizeh ont dû positionner ce site en fonction de l'île de Pâques, qu'ils devaient nécessairement connaître, tout comme le système métrique. Un géologue du privé qui ne court pas après les honneurs m'a fait part de ces étonnantes constatations, tout en s'estimant humblement incapable d'en tirer seul toutes les conclusions. Il a d'abord constaté que l'île de Pâques se trouve sur un point chaud de la Terre, points qui ont l'étonnante particularité de rester fixes tandis que l'écorce terrestre se déplace. Ce qui veut dire qu'il y a des millions d'années, il n'est pas certain que l'île de Pâques se soit trouvée au-dessus de ce point. Puis il a vu que ces sites alignés sur ce grand cercle se trouvent tous sur ce qu'on appelle des zones de discontinuité de l'écorce terrestre, c'est-à-dire, pour prendre une image simple, l'équivalent de la jonction entre 2 blocs de pierre. S'il y a secousse, c'est là que ça casse. Il y a évidemment d'autres points de discontinuité partout sur la Terre, mais l'important, c'est que chaque site de ce grand cercle se trouve précisément sur un point de discontinuité. Ce géologue ne s'explique pas pourquoi on a construit des temples aux endroits où ça a justement le plus de chances de s'écrouler, alors qu'à quelques kilomètres de là, ça aurait été beaucoup plus sûr. Pire, quand le point de discontinuité se trouve dans la mer, alors le site est bâti au plus près sur la Terre. Ce qui est le cas pour Nazca, où l'océan et les hauts reliefs des Andes laissaient peu de latitude pour son implantation. Pourquoi accorder une telle importance à ces points de discontinuité?
the placement of sites around the world at specific longitude distances from one another. And those longitude distances are all part of the ancient system of numbers that we find in myths and traditions all around the world. And that system of numbers are generated by the precessional wobble of the Earth's axis. It's a number system based on the number 72, and there's an astonishing number of ancient monuments around the world that are precisely separated from one another in terms of degrees of longitude by that number system. Ces sites se trouvent donc sur un grand cercle, mais pas n'importe lequel. Le pôle nord de ce grand cercle se trouve au Canada, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Et c'est autour du pôle nord de ce grand cercle qu'oscille le pôle magnétique de la Terre, celui qu'indiquent les boussoles, et grâce auquel la vie est possible à la surface de notre planète. Car le champ magnétique généré filtre les radiations solaires et nous permet également la production d'électricité. Est-ce pour cette raison que Francis Mazières a parlé d'équateur magnétique en se référant à une ancienne tradition ésotérique? Comme tout groupe humain, le milieu ésotérique n'est pas exempt de travers idéologiques, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille négliger des informations, à plus forte raison quand elles pourraient résonner avec celles de la science moderne. Car cette découverte relativement récente de l'existence du champ magnétique terrestre a été faite par l'anglais William Gilbert en 1600, tout comme celle d'un autre chercheur qui m'a permis de mieux comprendre l'implantation de ces sites anciens. Ian S. Stewart de l'université de Plymouth s'est interrogé sur les raisons qui auraient poussé les Grecs anciens à bâtir précisément des temples sacrés à des endroits soumis à d'importantes secousses sismiques. Des journalistes se sont demandé un peu légèrement si les anciens Grecs vouaient un culte au tremblement de terre. Vous savez, les cultes, les dieux, tout le folklore de nos anciens en tenue légère. Pour ce chercheur, les raisons seraient à la fois spirituelles et peut-être médicales, car il a constaté que ces endroits possédaient des sources d'eau pure. Je pense que tout ça n'a en effet pas grand-chose à voir avec un culte rituel, du moins pas au sens où on l'entend. Demandez à un ingénieur en génie civil, un assemblage polygonal, donc non périodique, résiste mieux au séisme que nos murs modernes, faits avec des briques de même taille. Mais on constate qu'ici aussi, sur des zones sismiques, on a construit de manière antisismique. Ce que j'avais déjà vu sur la colline des Nymphes, à Athènes. Et à l'île de Pâques, le site de Tepito-Koura, l'œuf du monde, une pierre magnétique. Beaucoup de pierres sont magnétiques, ce que montre une boussole. Mais comment le savoir sans boussole? Est-ce à nouveau une coïncidence si cette pierre sacrée est précisément magnétique et se trouve disposée sur un point de discontinuité de l'écorce terrestre et à plus forte raison sur un point chaud? Même chose à Gizeh, où la Grande Pyramide se trouve située sur un point remarquable de l'écorce terrestre, où on bâtit la chambre haute avec des dalles de granit qu'on est allé péniblement chercher à près de 900 km. On peut bien évidemment continuer de penser que la seule raison d'être d'un tel édifice était la glorification d'un dieu et de son représentant terrestre, le despotique et mégalomane Khéops, selon Hérodote. Libre à chacun de croire ce qu'il veut. Que peut-on retenir de tout ça? Que ces sites archéologiques sont bâtis aux endroits les plus sensibles au séisme, ce qui concerne l'activité géologique de notre planète. Qu'ils appartiennent au grand cercle, notre équateur magnétique, ce qui concerne peut-être l'activité magnétique de notre planète. Qu'on place avec soin des roches particulières à des endroits particuliers de la Terre. The separation in degrees of longitude between Giza and Angkor is 72. Ce qui est une autre manière de parler des proportions entre ces sites du grand cercle. Mais après avoir trouvé le nombre d'or et le mètre, on passe cette fois au degré. À moins d'être à nouveau par hasard tombé sur des mesures entières en degrés entre Gizeh et Angkor Wat.
Pas grand-chose à voir en apparence, n'est-ce pas? Mais êtes-vous bien sûr d'avoir tout vu? Ça, par exemple. On n'est pas dans un positionnement des blocs aléatoire, ça c'est clair. Au regard de ce joint vertical, celui qui est à l'opposé fait pratiquement miroir. J'avoue que c'est assez étonnant. La forme polygonale des blocs. La forme des blocs de dallage. Un système particulier d'ancrage des blocs. Et même des symétries. Les raisons, je ne sais pas, mais c'est surprenant. Les blocs ne sont pas particulièrement massifs et leur travail s'apparente à celui de nos cathédrales européennes. Si Angkor Wat, Taprom ou Bayonne datent bien du Moyen-Âge, ils semblent inspirés d'un même style qu'au Pérou, à l'île de Pâques ou en Égypte. La question se pose davantage sur leur localisation, à l'évidence antérieure, ces temples ayant été bâtis sur les ruines d'un ancien complexe sur près de 250 km². Even the name Angkor has a meaning in the ancient Egyptian language. Angkor means life to the Horus. Archaeologists say it's all a coincidence, but I wonder if something deeper is going on, some deeper game. They all share this common DNA, this common legacy that goes right back to the beginning. Avec John Grigsby, Graham Hancock a montré en 1998 que le site tout entier est lui aussi positionné en fonction des étoiles, sur la constellation du Dragon. C'est un autre point commun des sites archéologiques importants de notre passé, qui reflètent une position particulière du ciel à un moment donné. Göbekli Tepe encodes the winter solstice 12,800 years ago. Giza encodes the equinox 12,800 years ago. The three pyramids on the ground, the Great Sphinx, the constellation of Leo, the constellation of Orion, the Milky Way, they're all part of the picture. Mathieu Lavaux et Georges Vermar se sont eux aussi intéressés au rapport entre le site de Gizeh et la constellation d'Orion, tout comme Robert Bauval. La constellation d'Orion, donc c'est 7 étoiles, 4 étoiles cadres et les 3 étoiles centrales du baudrier. Donc c'est 3 étoiles qu'on retrouve sous la forme des pyramides. Il faut y associer l'étoile Sirius, qui est dédiée à Isis. Orion à Osiris, Sirius à Isis. Donc ça nous permet aussi de faire le lien avec la mythologie égyptienne. Ces étoiles-là ont des mouvements particuliers au cours du temps. Vu de la Terre, on va avoir un point bas pour Orion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Orion va passer au plus bas dans le ciel, et 13 000 ans après, il va être beaucoup plus haut. Et pendant 13 autres 1000 ans, ça va redescendre. Et ce qui est vraiment absolument fabuleux, en moins 10 500, au moment où Orion était au plus bas, on a un angle droit parfait. Il y a 20 minutes, pas plus, où on voit Orion et Sirius. Alors que l'étoile Sirius a ce qu'on appelle un mouvement propre. C'est-à-dire qu'elle se décale par rapport à cette étoile d'Orion au cours de ce cycle de la précession. 10 500 avant notre ère, soit il y a 12 500 ans, une date relativement proche du début du Drias récent. Graham Hancock a évoqué un cycle astronomique de la Terre appelé précession des équinoxes. Raison pour laquelle on fait probablement référence aux équinoxes ou à certaines constellations. Et comme le montre Mathieu Lavaux sur le site de Gizeh, ces constellations reportées au sol fonctionnent comme des marqueurs temporels. Mais qu'est-ce que c'est la précession des équinoxes ? En réalité, par rapport à la Terre, les étoiles ne sont pas fixes au cours du temps. Le ciel paraît se déplacer tout entier de 1 degré tous les 72 ans, et il faut un peu moins de 26 000 ans pour faire un tour complet. Un tour de grande roue céleste. On appelait ça un zodiaque. Pour se repérer dans ce zodiaque, on relie des étoiles entre elles, ce qui forme des figures qui permettront d'identifier facilement ces périodes du ciel. C'est une gigantesque horloge astronomique qui ne se dérègle jamais. Selon Platon, un tour de zodiaque durait précisément 25 920 ans. La science moderne l'établit, elle, à 25 760. D'où Platon a-t-il sorti il y a 2500 ans un chiffre aussi proche? Ça reste une énigme qui n'intéresse pas grand monde. Faisons-lui honneur et prenons la valeur de 25 920 ans, ce qui représente une grande année qui se divise en 12 mois, ou ères, qui durent chacune environ 2160 ans. Quand on parle de l'ère moderne, ça a probablement à voir avec l'ère des poissons, qui a commencé il y a environ 2000 ans, nos fameux pêcheurs dans le catholicisme.
Eh bien, figurez-vous que chacune de ces aires précessionnelles est représentée avec soin dans les sites anciens. There's no doubt the ancients paid attention to this. During the age of Taurus, the bull was the primary icon in ancient Egypt and in ancient Mesopotamia. As we shift into the age of Aries, suddenly rams become the primary icon. Just look at that column of ram-headed sphinxes at Karnak, for example. As we shift again into the age of Pisces, suddenly it's the fish. The early Christians used the fish as their symbol. So ancient cultures were aware of this, and these broad changes in the heavens do seem to be accompanied by broad changes on Earth. Selon des mythes et des croyances anciennes de différents peuples, la Terre serait insérée dans des cycles. Le plus célèbre étant peut-être celui des soleils des Mayas, ou encore les 4 âges de la Terre de l'hermétisme, la science d'Hermès, qui, malgré le nom du dieu grec qu'elle emprunte, remonterait au moins aux antiques Égyptiens. Il est donc question de cycles, de périodes de temps. Au cours de l'histoire, on a plusieurs fois parlé de la fin des temps, mais il s'agirait plutôt de la fin d'un temps, la fin d'une ère précessionnelle. Est-ce à cela que le Français André Malraux pensait lorsqu'il a prononcé cette célèbre phrase « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas » ? Mais quelle importance cette précession des équinoxes, me demanderez-vous? Pour nous, je ne sais pas, mais pour eux, ça en avait. Ils étaient convaincus que les planètes, dont les dieux sont souvent les figurations, exerçaient une influence sur la destinée des humains. Cette figuration des dieux-planètes est bien visible dans la Grèce ancienne, où le mécanisme d'Anticythère, qui permet de déterminer avec une stupéfiante précision la position de nos astres, pourrait prendre un relief nouveau. Mais si les béliers et les taureaux marquent bien les périodes astronomiques correspondantes, alors que penser du sphinx de Gizeh associé au lion? Car la précédente période du lion débute il y a environ 13 000 ans, juste avant le début du Dryas récent. C'est au moment où je m'interrogeais sur le sens profond de tout ça que sont tombés les résultats de Barabar. Car entre-temps, nous avions décidé d'y retourner en visite éclair avec un scanner 3D et son opérateur, un sonomètre pour des études acoustiques, un niveau à bulles laser pour mesurer l'horizontalité, la verticalité et apprécier la régularité des courbes. Les images que vous allez voir sont le résultat de scans en 3D, réalisés par un double faisceau laser rotatif qui parcourt toutes les surfaces. Elles sont en quelque sorte l'équivalent d'une IRM. Les impacts des lasers déterminent des millions de points qui permettent ensuite de reconstituer les volumes avec une précision de l'ordre du millimètre et d'en obtenir des images en 3 dimensions que je vais vous présenter brutes, sans aucune retouche. Commençons par les 2 grottes inachevées. Passons maintenant aux grottes achevées. On constate une sorte d'évolution logique des formes. La première est trapézoïdale avec plafond voûté, entrée sur sa largeur. La deuxième est trapézoïdale avec plafond voûté, entrée sur la longueur. La troisième est entièrement voûtée. L'entrée se trouve sur sa largeur et la paroi du fond est arrondie. La quatrième est trapézoïdale avec plafond voûté, entrée sur la longueur et arrondie aux 2 extrémités. La cinquième est la plus complexe. Trapézoïdale avec plafond voûté, hémisphère sur cylindre tronqué à une extrémité.
Voici ce qui a été accompli dans le granit il y a au moins 2300 ans en Inde. Ces grottes sont les plus anciennes de l'Inde et pour une raison incompréhensible, toutes celles qui seront ensuite réalisées durant les siècles suivants n'atteindront jamais un tel niveau de précision et de finition dans l'exécution. Dans ce matériau plus dur que l'acier trempé, des formes complexes ont été réalisées avec une précision oscillant entre 2 et 8 mm sur parfois plus de 13 mètres de longueur. Nous ne sommes pas dans un travail qui contente l'œil, mais dans des grottes quasiment symétriques en verticale, soit une véritable prouesse en regard des moyens supposés. Laissons de côté la question des outils permettant d'achever de telles grottes dans de telles conditions et intéressons-nous à la géométrie des formes. Vapiyaka, Karan Chopar, Gopika et la salle de Sudama possèdent des sections trapézoïdales. Les parois verticales sont en réalité très légèrement obliques avec un angle constant de moins de 3 degrés. Sur ces salles de section trapézoïdale, on a ensuite apposé des voûtes qui sont des portions de cylindres dont la hauteur des axes centraux varie d'une grotte à l'autre. Dans Vapiyaka, l'axe central du cylindre se trouve à environ 13 cm au-dessus du sol. Dans Karan Chopar, l'axe se trouve à environ 1,20 m du sol. Dans la salle de Sudama, l'axe se trouve à environ 1,10 m au-dessus du sol. Mais dans Gopika, c'est encore plus compliqué, car l'axe du cylindre se trouve à environ 47 cm en dessous du sol. Réaliser une voûte dont l'axe se trouve à 47 cm sous le sol complique la prise de mesure pour la vérification de la courbe en cours d'élaboration. Rien n'obligeait à faire des voûtes qui soient des portions de cylindre, à moins que ce soit une exigence. Et le tout avec une finition en polymiroir. On va faire simple. On n'atteint pas une telle précision par hasard. Si on la retrouve en mesurant les grottes, c'est qu'elle fait partie du cahier des charges et qu'elle est nécessaire. On a conçu des plans avec des dimensions précises, pour une raison précise. Ce qui nous éclaire sur l'existence de connaissances théoriques et de savoirs permettant leur concrétisation, qui met en œuvre au moins un ingénieur pour la conception et des ouvriers confirmés pour la réalisation. Ce qui apparaît très au-delà des savoirs et moyens techniques possédés durant la période Ashoka, indiqué par la qualité d'exécution du porche et des inscriptions de certaines grottes. Oui, mais pourquoi réaliser des volumes aussi particuliers? Ce qui surprend dans ces grottes, c'est le son et la manière dont ils se propagent, ce qui est dû à la très légère inclinaison des parois, qui a pour effet de supprimer l'écho au profit de la résonance. S'il ne s'agit pas d'un extraordinaire hasard plus que douteux face à de telles réalisations, où se trouvent donc les essais préalables ayant permis d'arriver à cette connaissance? Ici encore, comme pour le mécanisme denticitaire, il a fallu expérimenter, concevoir des prototypes. On n'arrive pas du premier coup à faire des grottes aussi précises sans essais préalables. Or, il n'existe aucun autre prototype nulle part, autre que ces deux grottes inachevées et ratées. Et ce qui sera réalisé durant les siècles suivants en Inde n'égalera jamais, et de loin, ces chefs-d'œuvre. Ces volumes se comportent comme des caisses de résonance. Des tests effectués dans la grotte Sudama montrent que certaines fréquences font vibrer des parties précises de l'organisme lorsqu'on se place au centre du dôme. Mais soyons plus concrets. L'analyse des données du sonomètre fait apparaître de surprenants résultats pour 3 grottes, car les mesures effectuées dans les 2 dernières ne suffisent pas en l'état et doivent être complétées. Commençons par Karan Chopar. Cette grotte résonne sur une fréquence de 200 Hz, ainsi que sur des multiples de cette fréquence. 400 Hz, 800 Hz, 1000 Hz et 1200 Hz. Gopika résonne à 200 Hz, 400 Hz, 800 Hz et 1200 Hz. Et Vadatika résonne à 200 Hz et 1000 Hz. Vous rendez-vous compte de ce que cela implique? Que ceux qui ont conçu et réalisé ces 3 grottes avec ces formes et ces dimensions particulières savaient qu'elles résonneraient sur ces fréquences. Peut-on encore attribuer cela au hasard? Des calculs de fréquences précis il y a au moins 2300 ans. Puisque ces 3 volumes résonnent sur ces fréquences précises, comment fait-on pour le savoir avant de les réaliser? Comment calcule-t-on les dimensions? Concernant Sudama, le diamètre au sol de la chambre circulaire mesure 6 mètres à 1 mm près. Sur cette forme complexe de cône tronqué, on a placé une demi-sphère d'environ 3 mètres de diamètre, à 5 cm près cette fois, dont le centre se trouve à 1 mètre au-dessus du sol, à 1 cm près. Non, je ne vais pas vous vendre le mètre sur quelques mesures, mais hasard tenace ou clin d'œil des bâtisseurs, ce cercle fait 6 mètres de diamètre, ou encore pi en coudée royale de diamètre. Si on le divise par 6 comme celui de la coudée, alors l'arc vaut pi en mètres. Et si je vous disais que ces grottes de granit se trouvent elles aussi sur un point de discontinuité de la Terre, ces points si particuliers de notre écorce terrestre? À chacun de conclure ce qu'il veut concernant ces chefs-d'œuvre.
Qu'à l'aide de quelques burins et de beaucoup de volonté, on aurait accompli ce miracle inutile, ou alors que nous sommes effectivement face à l'expression d'une science qui nous est encore totalement inconnue. Raison rituelle ou religieuse, ou vestige d'une science incomprise et oubliée? Je pense que nous nous sommes totalement trompés sur la véritable fonction de ces temples sacrés de notre passé. Si on déploie autant d'énergie à manœuvrer des blocs aussi imposants, si on les ajuste avec autant de précision, si on les positionne aux intersections de l'équateur magnétique avec des points précis de l'écorce terrestre, si on les bâtit avec des roches si spécifiques, si on met en jeu des nombres si particuliers dans leurs dimensions, et si on les oriente avec minutie sur les astres, c'est évidemment parce qu'on en retire quelque chose. Barabar et Gizeh ont encore beaucoup à nous dire à ce sujet, j'en suis certaine. Avant de placer ce qui pourrait être la dernière pièce du puzzle nécessaire pour comprendre, je vais remettre en ordre ce que nous avons trouvé. Des sites anciens énigmatiques, bâtis selon des techniques similaires partout sur la planète, impliquant une transmission des savoirs. L'absence d'archives ou d'explications sur les moyens et techniques employés. Un soin particulier dans le choix des roches utilisées. Des éléments inachevés. Une conception poussée, doublée d'une réalisation précise, en totale opposition avec les connaissances et moyens simples supposés avoir été employés. L'orientation astronomique de sites majeurs faisant référence au cycle de précession des équinoxes. Un site archéologique reculant avec certitude les débuts de la sédentarisation humaine au moment de la dernière période de changements climatiques brutaux de notre planète, il y a 13 000 ans. Un site archéologique impliquant l'utilisation de fréquences sonores pour des raisons encore inconnues. La présence de la géométrie du nombre d'or en opposition avec le savoir généralement attribué. Un lien entre la coudée de la Grande Pyramide, la quine royale médiévale et le maître, impliquant la connaissance des dimensions de la Terre avant sa mesure en 1795 et sa transmission à travers le temps. Le positionnement de sites anciens dans une trame géométrique planétaire en lien avec le nombre d'or, les degrés et le système métrique. La disposition de sites sur l'intersection de points de discontinuité de l'écorce terrestre avec l'équateur magnétique de la Terre. Des écrits, mythes ou textes sacrés, évoquant une ou des civilisations avancées disparues, confirmés à certains endroits par la découverte de vestiges. Face à tous ces faits et liens présentés, à la place du hasard, j'ai choisi ce qui me semblait être le plus rationnel. L'existence d'une civilisation très évoluée dans le passé et qui aurait disparu lors d'un cataclysme. Je me suis demandé comment elle aurait pu procéder pour transmettre ses connaissances via une manière particulière de penser le monde et dont elle ne pouvait être certaine qu'elle serait comprise par ceux de la civilisation qui viendrait après. Et ça m'est apparu dans toute sa splendeur. Alors, génie des bâtisseurs ou fruit de l'imagination? Dans l'Apocalypse de Saint Jean, texte prophétique terminant le Nouveau Testament des chrétiens, il est fait état de la fin d'une période particulière. On peut y lire la phrase suivante, assez énigmatique. Le premier animal ressemble à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième a comme la face d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Sur une carte du tarot de Marseille, l'arcane 21 appelé le monde, on y retrouve ces trois animaux, ainsi que l'homme représenté par un ange. On nous parle en réalité de constellations astronomiques, celles du taureau, du lion, du scorpion, anciennement l'aigle, et du verseau, anciennement l'ange. Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut, la croix des fixes des anciens. Inscrite dans un double carré sur la carte du tarot. Un double carré qui ouvre sur la géométrie du nombre d'or. Contrairement à ce qu'on pense généralement, en grec, le mot apocalypse ne signifie pas fin du monde, mais divulgation de connaissances. Un texte religieux, un jeu de cartes, des édifices, des supports de communication multiples, véhiculant le même savoir invisible à ceux qui ne savent pas le lire, mais continueront de jouer ou de se raconter des histoires, car l'humain est ainsi fait. Dans tout le règne animal auquel nous appartenons, le jeu a toujours été le meilleur moyen d'apprentissage, tout comme les histoires qu'on se raconte et qui nous enseignent sans parfois en avoir l'air. Cette forme de transmission aurait le plus de chances d'échapper aux différents pouvoirs qui se succéderont inévitablement à la surface de la planète et qui auront la fâcheuse tendance à réécrire le passé pour mieux justifier leur position dominante. Mais ils laisseront les gens jouer et se raconter des fables.
Même la puissante Église, avec son tétramorphe supposé représenter les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'aurait rien vu. Sinon, pourquoi aurait-elle inversé le lion et le taureau? Tout serait donc sous nos yeux, partout, tout le temps et depuis toujours. Des supports transmettant à travers les milliers d'années des informations impossibles à comprendre avant d'avoir atteint un certain niveau de développement. Quelle extraordinaire marque de sagesse serait alors donnée par ce peuple de bâtisseurs. Et quelle extraordinaire leçon d'humilité et d'abnégation de ces humbles qui auraient discrètement véhiculé et transmis au cours du temps ces précieuses informations pour le jour où peut-être nous serions à nouveau capables de les comprendre. Au vu de ce que nous pouvons constater concernant ces réalisations complexes, il apparaît que nous serions encore loin d'avoir atteint leur niveau de connaissance et de simplicité dans l'expression qui, selon moi, confie nos véritables génies. Ce qui le rend incompréhensible aux yeux de ceux qui voient sans regarder et n'ont d'autre choix que de ricaner. Car avec les grottes de Barabar, le son et la science des fréquences entrent en scène par la grande porte. Celle ouverte mais incomprise de la chambre haute de la grande pyramide de Gizeh, elle aussi en granit, et dans laquelle tout le savoir des anciens semble avoir été condensé. Cette prodigieuse chambre haute, protégée par un système de sécurité si peu efficace qu'au vu de leur haute maîtrise technique, il ne peut être que symbolique. Un système qui laisse imaginer un précieux trésor. Or, il n'y a rien d'autre qu'un austère coffre de granit, trop grand pour passer la porte et les couloirs. Pourquoi ? L'explication rituelle ou religieuse dispense de réfléchir, mais pourtant, après tout ce que nous avons vu, sa signification saute aux yeux. Cette chambre contient l'ultime trésor, celui de la connaissance. Elle est une sublime symphonie mathématique, la véritable musique des sphères, écrite dans le langage universel des nombres qui compose la trame invisible de notre monde. Du peu d'expérience que j'ai pu faire dans cette chambre, le son paraît également y jouer un rôle important. Les analyses de spectre audio effectuées sur la base d'enregistrement de voix dans cette pièce font apparaître une gamme de fréquences sensiblement égale à celle retrouvée dans les 3 premières grottes de Barabar. Il se pourrait qu'il s'agisse en réalité, ici comme à Barabar, de l'ancienne gamme musicale basée sur du 432 Hz. Mais tout ceci mérite des analyses plus poussées, avec du matériel plus performant. Si ce que je pressens est fondé, alors les perspectives sont vertigineuses. Cette débauche de prouesses techniques accomplie un peu partout sur la planète, sur des lieux spécifiques qui ne peuvent se déterminer avec certitude qu'à l'aide d'une science élaborée, tous ces indices laissés partout autour de nous représentent à mes yeux l'indiscutable marque de ces bâtisseurs. Ces bâtisseurs dont le souvenir semble s'être perdu dans la mémoire des hommes, mais dont l'empreinte, laissée dans la pierre, est plus qu'éloquente. Cette empreinte qu'on retrouve dans les textes aussi. Aux lecteurs du Coran, je dédie cette phrase. Ils étaient plus nombreux qu'eux et les surpassaient en force et par les vestiges qu'ils ont laissés sur terre. Mais ce qu'ils avaient acquis ne leur a servi à rien. Et à ceux de la Bible, celle-ci. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Car le site de Göbekli Tepe ne crie pas, il hurle. Et il n'est pas le seul. Si on exclut des équations les éléments qui dérangent, alors on risque de ne trouver que ce qu'on cherche. C'est la même chose qui se répète lorsqu'un archéologue qui croit impossible l'existence d'outils mécaniques élaborés dans le passé ne voit pas l'utilité de mesurer une surface au rugosimètre ou de la scanner en 3D. S'il est déjà convaincu que c'est le produit d'outils rudimentaires, à quoi ça lui servirait de le faire ? Ce qui s'oppose à la véritable démarche du scientifique, qui depuis Descartes doit faire table rase de ses a priori et de ses préjugés. À la fin du XVIIIe siècle, un scientifique aussi brillant que Lavoisier souriait à l'idée que des pierres puissent tomber du ciel, quelques décennies avant qu'on démontre l'existence des météorites. Alors soyons prudents, car la science de demain fera probablement voler en éclats les certitudes d'aujourd'hui. C'est évident, nous avons les meilleures connaissances du monde. Il disait ça déjà à l'époque. Et qui nous dit qu'on a vraiment raison? Non, simplement, nos connaissances progressent. En fonction de ces connaissances, nous faisons progresser la technologie et notre logique, nous, de notre cerveau, continue d'évoluer avec tout ça. Et dans 20 ans, ce que nous avons dit aujourd'hui sera probablement complètement déclassé et c'est grâce à ça que la science progresse. Maintenant, les civilisations disparues,
Vous y croyez? Vous y croyez pas? Peu importe. En tout cas, les faits sont posés, ils sont là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une hérésie d'aller chercher l'information là où la science n'ose pas aller la chercher ou ne veut pas aller la chercher? Là se pose le problème. L'hypothèse d'une civilisation perdue dérange. Elle est la plupart du temps tournée en ridicule, et ceux qui la défendent, aussi sérieux soient-ils, sont ignorés, ce qui évite d'avoir à discuter de leurs arguments. Aussi cultivé qu'on puisse être, personne n'est à l'abri de ses préjugés et de ses émotions. Sinon, comment expliquer qu'une telle hypothèse dérange autant? C'est pour cette raison que j'ai souhaité rendre hommage à tous ces chercheurs qui se battent en silence, loin du tumulte des médias et des moqueries de leurs collègues, car au final, seuls les faits comptent. En résumé, ce que je tente de vous dire, c'est qu'il va très probablement falloir changer notre manière de penser si on veut comprendre la science de ces bâtisseurs de l'ancien monde. Il n'est pas facile de remettre en question les fondements de notre société, sur lesquels on a bâti notre présente vision du monde. Pourtant, tous ces rois, ces empereurs, ces dictateurs, ces leaders politiques et ces chefs religieux qui jalonnent notre histoire ont chaque fois arrangé les récits, balayé le souvenir des vaincus, et sûrement effacé ou réécrit le passé pour mieux légitimer leur pouvoir. Mais les édifices du passé nous parlent si on daigne les écouter. La cité de Caral montre qu'il est possible de vivre une longue période de temps sans conflit. L'Égypte ancienne également, elle qui n'a pas entrepris de guerre d'expansion. L'Empire Inca encore, qui nous montre que si tous les peuples ne sont pas intégrés dans le respect de leur identité et non par la force, alors tôt ou tard ça engendrera un conflit. Notre Terre aussi peut-être nous parle. Notre pôle magnétique a accéléré sa course depuis une trentaine d'années, et il faudrait être aveugle pour ne pas voir que nos climats se dérèglent, que les sols grondent de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Il nous reste encore tant à voir et à découvrir. À vous maintenant d'aller arpenter ces sites. Réveillez-vous.